Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maxime Langlais, vous le connaissez sûrement à travers les réseaux sociaux ou encore les émissions télé qu'il a pu faire avec sa femme Alizée comme Pékin Express sur M6. Maxime nous partage la naissance de sa passion pour l'automobile, lui l'enfant d'une famille modeste qui s'émerveillait devant une simple Citroën Xara. Et si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, vous savez à quel point cette auto, dans sa version VTS, a une place chère dans mon cœur. Rassurez-vous, il a gardé son âme d'enfant, la seule différence, c'est que maintenant ses jouets ont un peu évolué, qu'il s'agisse d'une Lamborghini Aventador S ou encore d'une Ferrari 458 Italia, d'une Maserati MC Stradale, d'une Porsche 911 GT3, d'une Lamborghini Huracan, d'une Mercedes C63 AMG ou encore d'une Bentley Continental GT, la liste est encore longue des autos que Maxime a pu posséder. Il nous explique comment cette passion pour l'automobile a été un véritable moteur de son envie de se dépasser et de réussir, alors que sans être dans le cliché, il n'était pas spécialement intéressé par les études et n'avait pas non plus une cuillère d'argent dans la bouche. Bien au contraire. Je ne vous en dis pas plus au risque de vous spoiler sur son parcours hors du commun. Vous allez surtout découvrir que la réalisation de ses rêves automobiles et cette réussite sont le fruit de différents facteurs. Forcément beaucoup de travail, mais aussi du soutien quotidien et infaillible de sa femme Alizée, de ses potes, de sa famille, mais aussi beaucoup de culot, d'audace, de risque et forcément un peu de chance ou de destin, appelez ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, on dit souvent que l'on n'a rien sans rien, mais ce dicton manque souvent d'incarnation, et à travers cet épisode avec Maxime, vous en avez désormais une. Rassurez-vous, on a bien entendu aussi parler de sa marque de textile simple et de ses projets futurs, automobiles ou non. D'ailleurs, vous entendrez sûrement durant l'épisode que nous l'avons enregistré dans une petite chambre d'hôtel avec Adou et Kevin, deux de ses meilleurs potes. Je les salue au passage comme toute la team qui était là à l'occasion du Vigan, puisque c'est à cette occasion-là qu'on s'est retrouvés avec Max. Au début de cet épisode, durant une petite minute, vous aurez aussi la chance d'entendre Dominique, le papa de Maxime, nous raconter des anecdotes trahissant à quel point Max était déjà complètement piqué par l'automobile tout petit. J'en profite pour remercier Erwan de la chaîne YouTube The Glove Driver pour m'avoir mis en relation avec Max. Finalement, cet épisode relate le parcours d'un homme pressé qui a décidé de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie, surtout lorsqu'il y a une belle auto au bout du chemin. Mais croyez-moi, au-delà de vous inspirer, je suis persuadé que vous allez rire plus d'une fois durant cet épisode. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. Et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants. Pour l'instant, vous pouvez retrouver le vlog correspondant à l'épisode avec Adrien Parasol, celui de François Delecourt, et le dernier en date où je vous emmène à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos du champion du monde des rallyes. Et dimanche prochain, je vous sortirai le vlog de notre virée sur le circuit du Vigan en Lamborghini Aventador S avec Maxime Langlais. Autant vous dire qu'avec un moteur V12 atmosphérique de 740 chevaux et une boîte simple embrayage, c'était sport. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants pour ne rien louper. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 53. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans La Boîte à Gants. Je vous souhaite un bon épisode. Alors, je suis avec le papa de Maxime Langlais. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu les petites anecdotes dont tu as parlé en off? Oui, je suis le papa de Maxime, je m'appelle Dominique. On se connaît depuis une trentaine d'années maintenant. Et ce matin, je le racontais en m'amusant 2 petites anecdotes. La première, Maxime, je me promenais avec lui dans Rennes, je le tenais par la main sur le trottoir et donc le long des trottoirs, il y avait plein de voitures à sa hauteur, il avait 5 ans. Hein. Et puis alors il me disait Renault, il marchait 2 mètres, Peugeot, Renault, Citroën, BMW, Renault, Mercedes, et il passait son temps à me donner le nom des voitures. Ça c'est la première anecdote. Et la seconde, c'est quand on voyageait. Une année, on est descendu au Portugal, donc on a roulé presque non-stop. Et donc on roulait le jour, la nuit, et Maxime ne dormait pas. La nuit, il passait son temps à regarder les phares. Il se retournait dans la voiture, il regardait les phares. Et il disait, ça c'est une Peugeot, il me donnait le modèle. Et de temps en temps, il me disait, c'est l'ancienne version, c'est la nouvelle version.
Et ça durait toute la nuit. Et nous, on n'avait qu'une envie, c'est qu'il dorme. Voilà, c'était les 2 petites anecdotes sur Maxime. Mais est-ce que toi, tu es passionné d'automobile aussi à la base? J'ai toujours aimé les automobiles, mais là, je crois que j'ai trouvé un gros client. T'as transmis le virus fois 100, quoi. Oui, fois 100, fois 1000 même. Ah oui, je confirme que c'est un gros client. Et merci pour cette petite intervention que je vais rajouter dans l'épisode. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Ok, merci à vous. Salut Max. Ça va l'artiste? Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, dans notre petite cahute là. On est à côté de Pressac. On n'est pas si mal là? Mais non, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Et puis demain, on va aller rouler dans ton Aventador sur le circuit de Vigan pour le sport et collection. On va aller rouler en Aventador S. Ce sera ma première et ce sera ta première aussi. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que ce sera ma première. Notre première du coup. Juste avant de commencer ce podcast, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas encore? Eh bien écoute, en 2 mots, Maxime Langlais. J'ai 30 ans depuis très peu de temps. Et écoute, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour aussi partager notre passion commune qui est celle de l'automobile. Donc moi, j'ai été piqué très jeune. Et aujourd'hui, je partage ma passion à travers nos outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et justement, cette passion pour l'automobile, c'est quelque chose que tu as en toi depuis l'enfance. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs auto? Alors mes premiers souvenirs auto, ils remontent à vraiment très jeune. J'ai toujours été piqué par la bagnole. Pour te dire, c'est un peu une anecdote que beaucoup de passionnés ont, hein, mais je me souviens que les trajets en voiture avec mes parents, c'était vraiment pour moi la guerre. Parce qu'en fait, je me disais, putain, on fait quoi aujourd'hui? On fait un Rennes-Ploie, on a 1h30 de route, je vais croiser quoi comme caisse? Et j'étais comme un ouf, tu vois, à regarder toutes les voitures en face, derrière qui arrivaient. Et ce que je préférais, et ça paraît un peu bizarre, c'était les trajets de nuit avec mon père, parce que je m'amusais à reconnaître les bagnoles avec les phares. Tu sais que j'avais ce même jeu, j'avais Ouais, exactement bon, voilà. ce même jeu. Et tu m'as raconté aussi des anecdotes par rapport à l'école. Ouais. Quand tu attendais ta mère à l'école, t'étais limite content qu'elle soit en retard en fait. Ah ben j'étais moi en fait quand tous les gamins étaient happy de partir vite de l'école, moi j'étais tout le contraire, j'étais content. Et en plus ma mère, si tu veux, c'est si t'as rendez-vous à 15h, elle sera jamais là avant 15h30, tu vois, c'est la personne la plus en retard. Et je suis désolé d'avoir été en retard aujourd'hui parce que je tiens d'elle. Mais du coup, elle était toujours systématiquement en retard. Et du coup, ce qui était cool, c'est que moi, j'étais comme un gosse, tu vois, et je regardais les voitures des autres darons, tu vois. Et dans ma tête, par exemple, je te dis n'importe quoi, Louis, son père, il roulait en RAV4, machin. Et je connaissais toutes les caisses de tous les mecs de ma classe. Et j'adorais regarder les darons. Et tu sais, je me disais, ah putain, lui, il roule en salle. Et je kiffais ça. Et tu vois, attendre ma mère, en fait, bah, c'était pas galère pour moi, c'était plutôt cool parce que c'était mon petit moment de détente à la sortie de cours et je regardais toutes les voitures passer et c'est vrai que j'appréciais vraiment ces moments-là. Et c'était quoi les voitures qui te faisaient rêver à ce moment-là? Tu te souviens? J'étais pas difficile. Tu sais que je me souviens d'une nana quand j'étais gamin, sa mère, elle avait acheté la dernière Xara et elle était couleur un peu merde, tu sais? C'est le jaune un peu? Le jaune un peu Tu sais que dégueulasse. j'adore la là. Xara, hein, c'est Ah pour ça oui, que... oui, en plus, je sais que tu l'aimes bien, toi. Et du coup, il y avait eu cette version-là, et j'étais comme un fou de cette caisse. Alors que tu vois, c'est une Xara, mais en fait, j'aimais vraiment toutes les voitures. Alors évidemment, comme tout le monde, les voitures très sportives, c'était mon dream. Mais tu sais, moi, je suis de Rennes, et objectivement parlant, on n'en voyait jamais. On en voit plus maintenant, je trouve pas? Je trouve qu'à Rennes, maintenant, tu vois des super caisses. Jour et nuit. Ouais, c'est un truc de Jour ouf. et nuit. Je pense qu'il y a 20 ans, soit les belles voitures, elles sortaient pas, ou les mecs les sortaient qu'une fois le dimanche, mais on n'en voyait pas. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les constructeurs ont démocratisé aussi leurs véhicules. Par exemple, Porsche avec le Cayenne, tu vois. Ce qui fait que des Porsche, bah, grâce au Cayenne et à la Panamera, t'en vois beaucoup, même si c'est pas le genre de Porsche qu'on adore voir. Mais il se trouve que du coup, des Porsche, t'en vois beaucoup. À l'époque, gamin, clairement, moi, je voyais un 530D E39, je bandais comme jamais. Parce que c'était ouf de voir même une 530, tu vois. Je te parle pas d'un M5, hein, je te parle d'une 530. Et non, en vérité, on voyait des Clio, on voyait... Une Clio Williams, c'était la folie. Ah bah mec, Ah oui. jantes or. Les jantes or. Tu demandes à mon daron, je l'ai fatigué avec les jantes or. D'ailleurs, il y a peut-être un petit lien avec la config de ton Aventador. Hein. On en Écoute, reparlera si tu veux. Mais... peut-être, je ne sais pas, mais je me souviin que petit, et d'ailleurs ma belle-mère, elle adore l'évoquer. Quand j'étais petit, à chaque fois, je disais, quand je serai grand, j'aurai une voiture avec des jantes alu en or. Et tu vois, je le répétais tout le temps. Et c'était par rapport au Subaru notamment, et effectivement à la fameuse Williams. Mais il y a aussi une personne qui a été importante dans ta passion, c'est le frère de ta mère. Oui, tout à fait. Le frère de ma mère était vendeur chez Fiat, à Cesson, à Rennes.
Et il était mordu de bagnole, mais vraiment vénère. Et je me souviens, et c'était vraiment un moment dingue pour moi, c'est quand ma mère me disait « Tonton Marc va venir te chercher ». Et là, dans ma tête, mais tu m'aurais dit, mais on va à Disneyland Paris. J'y suis jamais allé, hein. J'y suis allé très tard, tu vois, je l'ai découvert avec Alizé le parc. D'ailleurs, c'était un super souvenir. Et tu vois, quand ma mère me disait « T'as tonton Marc qui va venir te chercher ». Mais tu sais, Noël à côté, c'était de la merde, tu vois. Et mon tonton, du coup, il venait me chercher. Et comme il était représentant pour Fiat, je me souviendrai toujours, une fois, il est venu me chercher avec une Fiat Brava. J'ai un petit doute là, cabriolet. Mais tu sais que j'ai regardé après ce que tu m'as dit et je l'ai pas trouvé. Ah mais non, mais si tu veux, là, je peux essayer de la checker. On n'a pas de réseau. Mais attends, mais tu sais qu'en plus, ça se trouve, c'est un truc... Mais... Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est une Punto Cab. Ouais, bah oui, je pensais à ça. C'était la seule option que je voyais, tu vois. Ça rend ouf. Allô ? Ouais, la Loune ? Oui. Ouais, je suis désolé, je t'embête ? Non, du tout. Ouais, dis-moi, je suis à Question pour un champion, là. Non, je suis avec Foucault, là. Je suis avec Jean-Pierre Foucault, maman. N'importe quoi. Si, je fais le Joker. Le 50-50. Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Eh ben, écoute, t'es au Vigeant. En tout cas, je sais que t'es dans la Vienne. Ah, bah c'est bien, la Loune. Dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un service ? Il y a une photo, tu sais, que t'as dans ton entrée, là. Tu sais, là où t'as toutes les photos. T'as une photo où je suis avec tonton Marc dans une voiture. Ah oui. Est-ce que tu peux la scanner et me l'envoyer par email ? Et te l'envoyer par email. Ouais. Je vais essayer, oui. Tu peux nous faire ça tout de suite ? Bah écoute, oui, je vais faire. Ah bah ça, c'est bien ça. Parce que de toute façon... Donc sur ton truc de mail habituel. Voilà, donc ce que tu fais, tu prends la photo, tu la scannes et tu nous l'envoie tout de suite. Je te la joins, d'accord. Putain, sinon, Maxime, j'ai une maman en or ou pas là ? Il est 22h55. Bon, écoutez, passez une bonne nuit, dormez bien. Gros bisous, mamounette. Allez, bisous. Bisous, ciao. Eh ben t'as de la chance. T'inquiète pas que la brava cave, mon Johnny, on va la voir en photo. On va la voir. Tu la mettras, Ouais, je la mettrai, je la mettrai. Alors du coup, effectivement, pour revenir à mon oncle qui effectivement était passionné de bagnole, et donc quand il est venu me chercher avec cette Brava cab, mais c'était dingue, tu vois, pour moi c'était ouf. Et je me souviens d'une anecdote, parce qu'évidemment, entre passionnés, tu vois, il avait des potes passionnés de caisse, et il est venu me chercher une fois, et ça pour moi c'était le Nirvana en 205 GTI. Yes. En 205 GTI. Et je me souviens, il conduisait comme un Saoud. Et on était passé dans des petites routes de campagne. Mais tu vois, surtout quand t'es gamin, t'as une perception qui est totalement différente. Aujourd'hui, tu me mets dedans, j'aurais peut-être l'impression qu'il se traîne. Mais à l'époque, j'avais l'impression d'être avec Michael Schumacher. Tu vois, c'était dingue. Tu te souviens de la config un peu ? C'était quoi comme souvenir concret de ce 205 ? Concret, les belles jantes alu qu'on connaît tous. Rouge. Je la vois, enfin là elle était... Dingue. Et tu vois, c'est marrant parce que ces bagnoles-là, je me souviens parce que le daron de Kev en a une justement. Et c'est marrant parce que quand tu vois ces voitures-là et que tu as eu des souvenirs d'enfance avec, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et pourtant, c'est pas une Ferrari Enzo, hein, mais ça te fait vibrer plus que certaines voitures de dingue parce que tu as un souvenir qui te remonte à l'enfance. Comme cette Xara dégueulasse avec la peinture jaune, quand j'en vois une, je repense à mon primaire, tu vois. Pas dégueulasse avec Xara, je suis pas d'accord avec toi. Avec Xara VTS, c'est magnifique. Mais pas en jaune, je suis d'accord avec toi. En gris, c'est très bien. J'ai rien contre les un Xara. Bon gros slipper, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, de ouf. Bah oui, de ouf. Bah, le 205 GTI, moi j'en ai eu une. Enfin, mon père en a eu une aussi plus jeune. Ça vaut beaucoup d'argent quand même maintenant par rapport à... Aujourd'hui, c'est dingue. Un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est une sacrée caisse. Et je pense que c'est pas fini. Non, c'est sûr même. Ça va faire que prendre. Comme les Clio V6. Je m'étais chauffe à un moment pour en prendre une et tu vois, je regrette de pas avoir franchi le pas à l'époque. Tout le monde m'a dit, mais c'est débile. Mais en fait, j'ai été vraiment teubé d'écouter tout le monde et j'aurais dû en prendre une. Et maintenant, c'est 50-60 000. Hein. Ouais. Et en dehors du prix, je trouve que la caisse, elle est trop cool. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver une belle. Alors qu'il y a 5-6 ans, des Clio V6, belle config, peu kilométrés, avec des historiques limpides, t'en trouvais encore des premières mains et tout. Aujourd'hui, c'est complicado. C'est clair. Pour rester dans les souvenirs d'enfance, il y a aussi un souvenir dont tu m'as parlé, un souvenir et d'autres en découlent. C'est avec ton meilleur ami qui est juste à côté. Adou. Et ouais, Adou Lils. Et bah écoute, ouais, effectivement, c'est mon premier... Adou, en fait, m'a fait découvrir des voitures que je connaissais pas. Et je l'en remercie encore aujourd'hui parce que je pense que c'est lui, sans s'en rendre compte, qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'était pas inaccessible.
Et alors le truc, pas le truc, vraiment l'événement qui m'a marqué et qui a marqué ma jeunesse, et c'est la première fois que je voyais une voiture comme ça, c'est quand le père d'Adou s'est fait plaisir. On était jeunes, et alors je vais te parler de ça, il s'est fait plaisir. À l'époque, c'était un billet de 20K, mais à l'époque, quand tu sortais ça, t'étais mon gars, t'étais Johnny, quoi, tu vois. Son père a sorti une Boxster, une Porsche Boxster 986, avec les fameux phares. Orange. Exactement. Ouais, première génération. Première génération. First gen, elle avait une config sympa parce qu'elle avait les ceintures rouges, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et je me souviens, Adou m'a dit, Géraud, il a sorti le Boxster. Et là, mais j'ai l'impression de dire, aujourd'hui, je me revois être dans son garage à côté de la machine à laver, on passe et je la vois, mais j'ai l'impression d'être hier. Et ça, mais c'était dingue. Une Porsche, putain, une Porsche. Tu vois, c'est la jante, le logo, et ça a été vraiment pour moi un déclic en me disant, putain, parce que comme je les connaissais, Adou, je dormais chez lui, pas tous les jours, mais en vérité, je passais plus de temps chez lui que chez moi. Et tu vois, quand tu connais des gens et son père était électricien, il n'était pas directeur d'une start-up de ouf ou d'une entreprise de dingue. Son père, je le voyais au charbon tous les jours. Adou, il bossait avec son père tous les jours. Et quand j'ai vu son père qui achetait une Boxster, dans ma tête, tu sais, il y a eu un espèce de truc. Si lui, il l'a, tout le monde peut l'avoir. Ça a désacralisé un peu parce que je les connaissais, ces gens-là. Je savais qu'il n'avait pas hérité, je savais qu'il n'avait pas gagné au loto. Je savais que c'est son charbon, c'est lui qui se l'est payé. Et Géraud, il avait sorti une Boxster. Et ce qui était assez incroyable à cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, les gens chient facilement sur une Boxster. Alors ce qui est moins le cas maintenant, parce que ça revient la Boxster. Hein, tu vois, ça revient, mais pendant 15 ans, on a quand même bien chié dessus. C'est clair. Alors que la Boxster, moi par exemple, elle m'a marqué. Et arrêtons, putain, c'est une Porsche avec un flat 6 arrière. Tu vois, c'est une vraie voiture de sport, légère, machin, avec ses feux boomerang qu'on trouvait dégueulasses. Et en fait, plus je les vois maintenant, plus je les kiffe. Peut-être la nostalgie qui parle. Et moi, en gamin, la Boxster, mais j'aurais donné tout l'argent du monde pour en avoir une. J'aurais tout donné pour avoir une Boxster, tu vois. Et ça m'a marqué. Et puis évidemment, Adou, il a jamais changé de ce côté-là. Il aimait bien me taquiner et me faire rêver. Et tu vois, un jour, il m'a dit, putain, viens à la maison. Et tu vois, j'arrive. Qu'est-ce que je vois ? Et l'anecdote, elle est drôle parce que 5 minutes avant, je jouais avec cette voiture. J'avais le James Bond à l'époque sur GameCube. Là, je prends une claque, un GameCube James Bond. C'est que j'adore, c'est la console à laquelle je me suis arrêté, moi. Ah ouais. J'ai jamais continué, moi. Et je venais de conduire un Cayenne gris dans James Bond. Et là, j'arrive devant chez Géraud et je vois un Cayenne gris. Et tu sais pas que là, dans ma tête, mais j'étais en train de cintrer comme jamais. Je monte, je me souviens tout petit, je cours les petites marches, là je me souviens le portail, mais comme si c'était hier, je tape, j'arrive, et là ils m'ont fait marcher, ils m'ont montré les clés et tout. Ouais, Géraud il a craqué et tout. Mais là, mais j'étais, non mais le Boxster là, le Cayenne, mais on est où là ? On est où les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je me souviens, il m'avait fait monter dedans, et puis à l'époque, le premier Cayenne, tu sais, avec la barre transversale à l'intérieur, les barres de maintien, tout, mais c'était oufissime un Cayenne. C'était complètement dingue. Je te parle du 955, le tout premier. Ouais, c'était un Cayenne S avec le V8. Enfin, tu vois, c'était les premiers. C'était même pas un turbo ou quoi. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Je sais pas, on avait 10 ans. Ça venait de sortir. J'avais 10 ans. Et là, mais j'ai cintré. Ils m'ont fait marcher. On allait faire un tour avec. Il avait l'intérieur gris-souris. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et là, mais tu sais, évidemment, ils m'ont fait marcher, etc. Mais là, en fait, sans s'en rendre compte, en fait, ils m'ont fait rêver. Mais rêver de ouf. Et là, encore anecdote de dingue, et c'est pour ça que je leur remercie encore aujourd'hui. Étant donné que son daron avait acheté une Porsche Boxster, et tu vois, à l'époque, même quand t'achetais une Boxster à 20 balles, et les vendeurs, t'étais un client Porsche. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand t'achètes pas un Gamos à 300K, on te prend pour un bouffon. Et en fait, je trouve ça ouf, parce qu'en fait, que t'achètes une caisse à 5K, à 10K, à 20K, à 200K, t'as toujours cette passion. Et tu vas faire vivre la marque, parce qu'aujourd'hui, Porsche, s'ils s'en ont sorti, c'est grâce à la Boxster. Hein. C'est pas grâce aux clients qui s'achetaient des 911. Hein. Ouais, bien sûr. Faut être clair. C'est grâce aux petits clients que les marques peuvent sortir des gros bolides. C'est la vérité, elle est là, parce qu'il faut les financer derrière. Il y a une réalité de marché, etc. Réalité économique, d'ailleurs. Mais du coup, aujourd'hui, je trouve que, on te chie un peu dessus quand t'achètes des voitures, entre guillemets, accessibles. Même si le mot, il est quand même un peu gueudin, tu vois. Je veux dire, il faut vraiment les taper de la grosse sportive. Et même quand tu vas taper de la grosse sportive, on te prend un peu pour un bolos, tu vois. Alors qu'à l'époque, t'allais acheter un Boxster d'occasion,
Mais mec, t'étais reçu comme un pape. Son daron, il a été reçu comme un pape. Et il a eu des places à l'époque pour le salon de l'auto. Et comme c'était des places Porsche pour le salon de l'auto de Paris, bah, il avait accès au stand. Et là, Adou m'a invité. Et c'était mon premier salon de l'auto, en fait. Premier salon de l'auto à Paris. T'as souvenir du voyage un peu pour y aller déjà? Parce que c'est là où l'aventure commence Bah, déjà. déjà, on y va en Hyundai. Hein, on prend le camion de son daron. Génial. On y va en camion, tu vois. Et déjà, sur le périph', putain, on avait eu une chatte ce jour-là. On avait vu des caisses de ouf sur le périph' parisien. On avait vu un Cayenne Turbo S, les phases 2. Mais c'était fou. Et je me souviens quand on est arrivé au salon de l'auto de Paris, mais dans ma tête, c'était, mais on est où là? On était vraiment dans un... Pour nous, c'était Disneyland, mais pour adultes et enfin pour grands jeunes enfants qui commençaient à grandir pas mal. Et c'était... pour moi, c'était dingue. Et tu vois, cette sensation quand t'es enfant de découvrir la vie, c'est con ce que je te dis, mais c'est ouf. Mais là, toute cette période-là, ça a été un vrai déclic en fait. Ça a été un déclic pour moi. Et la passion, elle est venue comme ça. Et là, j'ai commencé à être un vrai taré. C'est-à-dire un vrai taré, c'est à lire toutes les fiches par cœur, à connaître toutes les caisses par cœur. Et je voulais tout savoir. C'est-à-dire que tu m'emmenais, on était allé sur le stand Porsche. J'étais pas là, genre ouais, c'est un Cayenne Turbo. Non, vas-y, donne-moi le couple. Il a combien la boîte? C'est quoi? Ils ont mis une type trop? Ok, pourquoi ils ont mis une type trop? Vous allez le faire en boîte. Tu sais, je voulais tout savoir de A à Z. Le V8, il part d'où? Machin. Mais tu vois, j'étais déjà captivé de dingue. Et en fait, ça m'a jamais lâché. Et en fait, c'est une passion qui est chouette parce que t'en apprends tous les jours. C'est clair. Ouais. Et c'est ça la passion, c'est beaucoup de partage. Et on a la chance, alors on avait la chance d'avoir des constructeurs qui ont voulu faire rêver les passionnés aussi, parce que faut pas se leurrer, les belles autos, tu vois, je pense au GT3, toutes ces voitures-là, c'est pas là où la marque gagne le plus d'argent. Tu vois, les 918, les Carrera GT, non. C'est avec les accessibles que la marque va faire sa marge et dégager du volume, etc. Mais derrière, ils ont réussi à nous faire rêver. Puis c'est une vitrine aussi, c'est une vitrine technologique pour eux. Enfin, vitrine techno, tout à fait. Bien sûr. Et en parallèle de ce rêve, de cette passion que t'as, les études, c'est pas forcément ton truc. Autant, tu vois, genre, t'es un élève studieux quand il s'agit de bagnole, mais quand c'est les cours, c'est moins ton truc. Mais parce que ça m'intéresse. Exactement ça, c'est là où je veux en parce que venir. ça m'intéresse. Donc en fait, si tu veux, quand tu me passes un bouquin de caisse, quand je suis gamin, tu me le laisses 1h30. Au bout d'1h30, tu me poses des questions sur si ça, je connais tout par cœur. Mais parce que ça m'intéresse et c'est comme tout. Et en classe, en vrai, ce qui m'intéresse en classe, c'est de faire rire mes potes. Quand j'arrive en cours, mon objectif, c'est de faire rire mes potes. Quelle connerie je vais trouver à faire pour faire rigoler tout le monde, tu vois. Parce que c'est ça qui m'amusait et qu'effectivement, à l'époque, ce que mes professeurs me racontaient, à tort, ça m'intéressait pas. Et je m'y retrouvais pas, en fait, ça m'amusait pas. Et j'étais vraiment dans l'optique, et j'ai toujours vécu comme ça, mais chaque moment, je devais l'apprécier et le kiffer. Et en cours, ce qui me faisait kiffer, c'est de faire rigoler les gens. Tout simplement. Et la conséquence de ça, c'est finalement que t'as été ballotté de collège en collège, de lycée en lycée, jusqu'à te retrouver finalement dans un univers qui était pas forcément le tien de base. La conséquence de ça, c'est que... et aujourd'hui, je m'en veux un peu, et c'est peut-être quelque chose que je regrette par moment, parce que je sais que mes parents en ont souffert. Tu vois, ma mère, on l'a eu, elle est adorable, mais je sais qu'elle en a souffert et que ça n'a pas été simple. C'est qu'effectivement, à force de faire le con, je faisais une année par établissement. Et c'est aussi ce qui m'a permis, comme tu le dis, de découvrir plein de milieux différents, puisqu'en fait, à force de se faire virer, tu te retrouves soi-disant dans les meilleurs collèges et les meilleurs lycées d'une ville, mais en fait, c'est des collèges ou des lycées privés, et en fait, ce qui compte, c'est que tu raques. Donc en tout cas, à mon époque, si tes parents raquaient, tu pouvais y aller. Sauf que moi, mes parents n'avaient pas de thunes, et que ma mère devait faire des chromes pour payer ces fameux collèges et ces fameux lycées. Donc tu vois, quand t'es gamin, tu t'en rends pas compte de tout ça. Mais aujourd'hui, quand je sais que ma mère, elle a fait des crédits à la conso pour me payer l'école, tu te dis putain Max, t'étais franchement con. Et d'un côté, j'ai des souvenirs, notamment mon gros gap, parce que j'ai fait pas mal de collèges et de lycées, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Saint-Vincent. Donc Saint-Vincent, c'est dans le centre-ville de Rennes. Centre-ville de Rennes, pour pas faire de clichés, c'est toute la bourgeoisie rennaise est à Saint-Vincent. C'est pas un cliché. Voilà, on fait pas de clichés, mais si t'habites boulevard de Sévigné, si t'habites dans le centre-ville, si tes parents sont médecins, ingé, etc., généralement, tu vas à Saint-Vincent, tu vas pas à Saint-Hélier, quoi. C'est clair.
tu vois. Tu vas pas en ZUP, tu vas Voilà. nier les gens, c'est clair. Voilà. Bon, on va taire les quartiers parce que sinon après vous allez être perdu, mais en gros c'est ça. En gros, Donc c'est moi ça. j'étais un peu celui qui était plutôt côté ZUP et qui se retrouve en plein centre-ville avec des mecs qui s'appellent Charles, Louis et Sacha et puis qui sont en mocasse petit polo quoi. Et toi c'est un choc culturel parce Et que moi t'as pas j'arrive vraiment en cette délire. Tailwind TN avec ma petite sacoche Bullrot ou Lacoste en fonction de l'année avec un petit dégradé à la Rabzouz. Ça, je veux dire. Je vois très bien le décalage. Donc c'est plus qu'un décalage en fait, c'est que t'arrives dans ta rentrée, t'arrives dans ta classe, tu t'assois au fond de la classe comme t'as toujours eu l'habitude de le faire, tu te mets en mode un peu ghetto comme on était gamin, qu'on aimait bien le faire avec ta capuche à moitié mise sur la tête, et en fait là tu te rends compte que tout le monde te regarde en mode mais c'est qui ce mec là? Et toi tu les regardes en mode mais je suis où là? Et en fait tous tes codes sont bouleversés parce que les blagues que tu faisais avant, est-ce qu'elles vont marcher ici? Est-ce qu'ils ont le même humour? Et en fait, tu te rends compte que l'humour, hein, que tu sois en ZUP ou que tu sois dans le centre-ville de Rennes, dès que tu fais chier le prof, tout le monde rigole. Et donc, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, j'ai encore réussi, entre guillemets, à... J'ai pas encore réussi parce qu'avant, c'était naturel, mais là, j'ai réussi à m'infiltrer, entre guillemets, dans le mood en faisant rigoler tout le monde. Et c'est aussi, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu Géraud avoir sa Boxster en me disant, bah lui, il l'a eu, moi, je peux l'avoir. Et ben, en fait... ce collège m'a mis une grosse claque parce que le soir à la sortie, c'était plus des Xantia, hein. C'était plus des Renault Espace, c'était plus tout ça que je voyais. C'était des X5, c'était des grosses Merco et c'était comme je t'ai dit. Ton fameux pote Sacha, c'est ça? Bah ouais. Et son daron qui arrive en Ferrari 599 GTB. Et ça, t'es pas au mondial de l'auto là. Son daron, il rentre. D'accord? Il rentre de Paris, il vient chercher son gamin en 5,99 GTB. Et toi, t'es là? Mais tu sais même plus où t'es. Et là, tu te dis, bordel, mais on est où là? Et là, tu les vois et tu te dis, mais moi, je veux ça. Et tu l'entends partir. Et Sacha, il montait dedans. Mais normal. Il se rendait même pas compte. Il se rendait même pas compte. Et moi, j'étais là. Mais je buguais. Et je parlais à tout le monde. Putain, les gars, 199 GTB. Les mecs savaient même pas ce que c'était, mes potes de cours. Ils savaient même pas ce que... Et tout le monde s'en battait les couilles. Je te jure que j'étais le seul golemon à être cintré devant. J'étais comme ça. Mais je pense que je bavais, hein. Je devais baver. Et là, je me suis dit, putain, je veux ça. Et en fait, c'est tout con. Mais à cet âge-là, peut-être qu'on réfléchit, ou moi je réfléchissais pas, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je me suis dit, je veux être comme eux. Et la première manière d'être comme eux, c'était de m'habiller comme eux. Je voulais m'habiller comme eux, sauf que j'avais pas les moyens d'avoir des mocassins Tots, tu vois, et d'avoir des polos Ralph de toutes les couleurs du lundi au samedi, et d'avoir le dernier jean diesel et la ceinture Japan Rags. Tu vois, on n'avait pas les ronds, tu vois. Donc du coup, on s'est débrouillé. Donc j'ai toujours eu ce truc que j'ai encore aujourd'hui, mais on va dire que depuis la 6e, j'ai toujours fait de la Chine, j'ai toujours fait du business, et à cet âge-là, pour te dire... je passais mes journées à faire du troc du jeu vidéo. Alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il faisait l'artiste? Et ce que je faisais, c'est que j'avais par exemple un jeu de PlayStation 2 qui était coté 17 €. D'accord? À l'époque, je te parle d'une époque qu'aujourd'hui les jeunes, à mon avis, vont se dire, attends, il me parle de quoi l'artiste? En fait, tu avais des magasins, Mega Games, Stock Games, Micromania, tous ces magasins-là qui étaient rue Maréchal Joffre à Rennes. À l'époque, nous, les blindés, ils allaient à Carrefour, ils achetaient le jeu 70 balles, ils rentraient chez eux, ils l'avaient, ils l'ouvraient, ils voulaient un nouveau jeu, t'as compris. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les achetait d'occasion. D'accord? Donc les gens classiques, ils l'achetaient d'occasion, machin. Moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais un jeu à 15 balles. D'accord? J'arrivais le samedi matin à 9h30, j'achetais un jeu, j'avais 15 balles. Voilà, j'avais 15 balles en revendant un jeu, j'en sais rien, mais j'avais 15 balles par exemple. J'achetais un jeu à 15 balles à Mega Games, que j'allais échanger contre un jeu à 23 balles à Dog Games, que le jeu de 23 balles, j'allais le vendre à Micromania à 27 €. Et à la fin de la journée, avec tous les micmacs, j'étais passé à la trocante. J'avais échangé un jeu de GameCube contre un jeu de PS2, mais j'avais vu qu'il était coté plus cher. Et à la fin de la journée, mon gars, j'avais le dernier San Andreas, mais au début, j'avais 15 balles. Et en gros, ça, c'était un peu ma vie jeune. C'est-à-dire que c'était de la débrouille. Et en fait, on se débrouille. J'avais pas le droit de vendre de jeu parce que j'étais mineur et que j'avais moins de 16 ans. Donc, je prenais la carte d'identité de la daronne. Je faisais une lettre. Je sous-signais Marie-Laure. Maman de Maxime autorisait mon fils à vendre ci, à vendre ça.
Et ça, c'était ma jeunesse. Donc, en gros, c'était chiner à gauche, à droite et acheter des trucs et les revendre. Et aussi bien que mon daron, à l'époque, je vais te bailler un truc là. Je sais pas si ça va te parler. Mon daron m'a dit, Max, t'as acheté ça comment? J'avais la N-Gage. Non, pas ça si ne ça dit te rien parle. du tout ça. Nokia, à l'époque, ils avaient sorti un téléphone portable un peu comme une PSP. C'était avant-gardiste. C'était un téléphone portable qui faisait console. Mais à l'époque, ça valait une couille. C'est comme si je te disais le dernier iPhone. Et en fait, à force de troc, je l'avais troqué à un mec qui était un peu plus riche du collège. Je lui avais échangé ci, ça, et je m'étais retrouvé avec ça. Et cette N-Gage, je l'ai revendu après à la trocante en face de la gare à Rennes. Mais ça, c'est toute ma vie. Et en gros, tout ça, ça m'a permis, alors de pas m'acheter des Todds, ni des jeans diesel, mais je me suis acheté des petits mocassins chez Texto. Je me suis acheté un petit jean, tu vois. Je sais plus où je l'avais chiné, peut-être chez Zara ou quoi. Et je me suis pris des polos qui ressemblaient le plus au Ralph Lauren à l'époque. C'était des Springfield. Et j'avais toutes les couleurs. J'avais le rose, j'avais le vert pomme. Tu sais, les mêmes que les Ralph, tu vois. Sauf que c'était des Springfield. J'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Et je devenais ce qu'on appelait à l'époque un chalouf ou un chabert. Voilà, c'était le mot. T'étais un chalouf, t'étais un chabert. Et en fait, je voulais rentrer dans leur monde. Donc, bah voilà, c'était mon moyen en fait de me dire putain, mais je vais être comme eux. Et du coup, bah Maxime qui était un peu le pécor de Zup en fait, tu vois. Et bah, il a réussi à s'infiltrer un peu dans ce monde-là et à me dire putain, je vais être comme eux. Et en fait, bah, je devenais comme eux en essayant déjà de leur ressembler. Mais le truc, par rapport à eux, c'est que tu étais vraiment conscient qu'il fallait que tu fasses du fric si tu voulais atteindre tes rêves automobiles aussi. C'est ça, c'est que moi, la seule différence, c'est qu'il fallait que je trouve un moyen. Je ne savais pas quel moyen, mais il fallait que je trouve un moyen, tu vois, d'y arriver et d'arriver à faire de l'argent et de réussir à réaliser mes rêves. Mais en les voyant, je me disais, mais si eux, ils ont réussi, moi, je peux y arriver, tu vois. Et en gros, l'idée, elle était là. Parce que je te dis ça parce que tu as arrêté tes études rapidement. Alors, donc, très vite, tu dois t'assumer en fait. C'était con, mais j'avais ce complexe de pas être comme eux. J'avais ce complexe que ouais, ma mère, elle avait pas la dernière range. Ouais, moi, j'habitais en appart. J'avais vraiment un complexe par rapport à ça, de pas avoir leur life, mais je voulais avoir leur life. Donc, bah, je faisais de l'oseille. Et Maxime, désormais, tous les mercredis, il était au Piccadilly à Rennes. Tous les mercredis. Après, il allait au Tico. C'est tous des endroits. C'était les endroits de l'époque où toute la bourgeoisie rennaise traînait. Tu vois, j'allais au Kenland. J'allais à tous ces endroits-là. Et entre guillemets, je rentrais un peu dans une vie qui n'était pas la mienne. Mais au bout d'un moment, fallait des crunchs. Parce que si tu veux chauffer la galerie, si tu veux sortir, tu vois, aujourd'hui, je bois plus d'alcool, mais à l'époque, je te sortais des bouteilles au Kenland. J'arrivais, bouteilles, mon gars. Mais pour sortir des bouteilles, fallait avoir bossé chez S de Sport, avoir vendu des Converse, avoir fait un peu de sous, fallait avoir livré des hamburgers, etc. Parce que c'est comme ça que tu as commencé. C'est en vendant des chaussures et en livrant des burgers. Exactement. C'est là que tout commence. Et c'est là où, en fait, je commence à me faire des petits sous et à comprendre la vie et à entre guillemets me dire putain, tu vas y arriver. Parce qu'à cette époque-là, même quand tu arrives à faire un 100 balles, t'es content et tu te dis j'avance. Même si c'est un tout petit peu, ça paraît minime, mais t'avances. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que t'as envie d'y arriver et que tout est possible. Et en fait, cette passion pour la bagnole, en fait, je pense qu'elle a pas changé ma vie parce que c'est fort peut-être ce que je te dis, mais je pense vraiment qu'elle a accentué le fait de travailler. Elle t'a amené à te dépasser encore plus. Elle m'a amené à me dépasser, clairement, parce que je savais que ce que je voulais, c'était pas donné, et parce que je savais que il y avait pas le choix, fallait bosser. J'avais pas le choix. Si je voulais des crunchs, fallait bosser. Et donc là, de fil en aiguille, je commence à comprendre qu'il faut bosser. J'arrête les cours juste avant de passer le bac. Et là, effectivement, je trouve une annonce dans le Ouest. Putain, tu vois, là, je suis un vieux dans le Ouest France. Ça existe toujours, hein. Ouais, putain, ça existe toujours, le Ouest France. Hein, Ouest France Emploi. Et c'est toujours aussi connu, l'Ouest France. Hein, c'est toujours le... Et là, je vois cherche... Ah oui, c'est toujours aussi connu. Ouais, mais oui. Putain, mec, est-ce que tu crois aujourd'hui que des gamins de 20 piges, ils le feuillettent encore? Tu sais que je serais surpris, mais je pense que oui. Ah ouais? Je pense que oui, il y en a encore. Écoute. Ou alors sur Internet, tu vas dire, sur final, Internet, ça change pas grand-chose. Le support est différent, mais ça reste la même. Et du coup, je vois cherche technico-commercial. Nous offrons la formation. Pas de diplôme requis. Oh, moi, je dis Johnny, elle est belle l'annonce là. Je me rends dans cette annonce.
Et alors, bon, je t'ai pas parlé de mon permis de conduire, mais en gros, il me fallait un permis. C'est donc ça le problème en fait, c'est que t'avais pas le permis. J'ai pas de permis de conduire. Donc, mon permis de conduire, je le passe chez Relou, auto-école Relou. J'ai de la chatte parce que je tombe sur un moniteur qui comprend ma demande et je te l'ai poké en un été. Enfin, même pas d'ailleurs, en 1 mois et quelques. J'ai tout fait, ça s'est fait en 1 mois et quelques. Et parce que il me fallait le permis, parce que j'avais besoin le permis par rapport à ce que je voulais faire. Sinon, le boulot de passer sous le. Ah bah sinon, sous le nez, quoi. job de commercial, si t'as pas de permis, tu fais rien du tout. C'est clair. Donc après, cette aventure, me voilà en entretien avec Grégory, je le cite, et s'il écoute, je sais pas s'il écoutera le podcast, il s'est passé plein de choses entre nous, mais je tiens à le remercier parce qu'il a quand même changé une partie de ma vie et il m'a fait confiance surtout, parce que j'avais pas de diplôme, j'avais aucune expérience, j'étais un jeune rigolo et il m'a tendu la main. Donc je tiens à le remercier parce qu'il m'a donné ma chance tout simplement. Et donc, je m'en souviendrai toujours. En fait, on fait l'entretien, etc. En gros, pour te la faire courte, parce que c'est border en fait, Greg. Bon, allez, je te le dis, l'artiste. Allez, c'est podcast full. En gros, je t'explique. Donc, je vois cette annonce de dingue qui recherche des commerciaux, d'accord ? Et en fait, je vois le nom de la boîte. Et moi, je me dis, moi, je veux être dans la meilleure boîte. Donc, ce que je fais, j'appelle toutes les entreprises du secteur rennais, d'accord, qui font de la rénovation de l'habitat. Et un par un, je les fais venir chez moi. Je suis locataire, hein. Je suis locataire. Je les fais tous venir chez moi pour qu'ils me fassent un devis. Et en fait, je les analyse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un commercial qui vient chez moi, il sait pas, mais il est en train de passer un entretien, le raclo. Et du coup, je l'analyse et je regarde tout ce qu'il fait. Je regarde sa présentation d'entreprise. Je regarde ses produits. Je remarque tout ce qu'il fait. Et ensuite, évidemment, j'attends son devis. Et en fait, je me fais un tableau de ouf et je regarde toutes les boîtes. Lui, il est placé comme ça. Tel prix pour ça, tel prix pour ça, tel prix pour ça, tel prix pour ça. Et là, en fait, la boîte qui est la plus concurrente, qui a le meilleur produit du marché, qui est la moins chère, que la déballe, tout me semble cool et je sais que moi, si je le mets à ma sauce, je peux faire une guerre. Et cette boîte-là, elle cherche un commercial. Et c'est là que ça commence. Donc, je postule évidemment. Je suis reçu avec Craig. T'as fait ce test-là avant même d'aller à l'entretien. Ouais, avant l'entretien. C'est-à-dire qu'avant même l'entretien, t'avais travaillé de ouf en fait. Ah j'avais travaillé de fou. C'est-à-dire qu'avant l'entretien, le mec, il savait pas, mais j'arrive dans le bureau et tu vois, je lui dis, votre vendeur, il est venu chez moi. Il a dû câbler. Il a câblé. Et là, il a dit, putain, mais c'est qui ce mec ? Et là, en fait, je lui dis, tu vois, au culot, je lui dis, mais moi, là, vous me prenez, je vais vendre tout de suite. Et du coup, ça s'est fait de fil en aiguille, c'est qu'en fait, je suis tombé sur un mec qui était gueudin. C'est-à-dire que Greg, et d'ailleurs, il est connu dans le milieu, c'est un gueudin. Et du coup, en fait, deux gueudins ensemble, ça donne la guerre. Donc, il m'a fait confiance. Il m'a fait... Mais c'est ouf, en vrai, ce qui s'est passé, parce que j'avais jamais bossé là-dedans, tu vois. Et il m'a fait confiance, on est y allé. Et en 6 mois, j'étais le meilleur vendeur France, sur plus de 100 commerciaux. Et là, ça a été drôle, parce que le mec que tu vois avec toi, il était avec moi au lycée, le petit KDO, là, et il cherche un putain de job. Et KDO, il cherche un putain de job, et qui je vois un jour dans le magasin, KDO qui se ramène. Et là, il dit, putain Max, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je dis, je bosse là, mec. Mais tu sais, il a dû se dire, mais attends, mec, je te voyais il y a 6 mois sur ton scooter en train de livrer des burgers, là, qu'est-ce que tu fous là ? et du coup, KDO, il me dit, mais c'est quoi, je viens passer un entretien, machin. Mais du coup, moi, après, Greg, je lui dis, mais je le connais, machin. Et Greg, il me dit, ouais, vous allez le former. Vous allez le former, vous allez lui montrer tout ce que vous savez, etc. Et là, moi, je dis non. Je dis non, Greg. Je dis, Kevin, c'est mon pote, mais je le forme si je passe animateur des ventes. Mais ça fait 6 mois que je suis dans la boîte. C'est comme ça que tu passes animateur des ventes ? Mais bien sûr. Ça fait 6 mois que je suis dans la boîte. Et là, Greg, il se dit, mais allez, il est en train de me tacler, mais il va flancher parce que Greg avait un fort pouvoir de persuasion. Il embauche Kev. Kev commence. Greg va jusqu'à fouiller dans mes affaires. Devant Kev, il pète un câble parce que je suis son pote. Il dit, vas-y, mais t'es un enculé, tu me dis rien. Moi, bien sûr que j'avais envie de lui dire à Kev, bien sûr que j'avais envie de tout lui dire. Mais je savais que si je lui donnais tout, après, j'étais baisé. Jamais on allait me faire évoluer. Et du coup, j'ai tenu le morceau. Mais quitte à me prendre la tête avec Kev, on s'est pris la tête de ouf. Mais tu sais pas que Greg, il a flanché, mon gars. C'est lui qui a flanché. Et je suis passé plus jeune animateur des ventes du groupe. Donc ils ont... Putain, l'histoire est folle. C'est une story de fou. Et du coup, mon pote de lycée, c'est devenu mon vendeur.
Et là, l'histoire a commencé. Et après, bah, ça s'est décuplé. Et puis, c'est une aventure magnifique. Et aujourd'hui, je suis encore super nostalgique parce qu'on a passé des moments extraordinaires. Tu sais, quand t'as 20 piges et que tu commences à taper des 4 barres de salaire, je te fais pas de dessin, mon gars. Mais nos parents, en fin de carrière, ils ont jamais pris la moitié de ça. Donc, c'était complètement dingue. Et en plus, je vais même pas te parler parce que là, t'as l'aspect pécunier. Et je le dis parce que ça frappe et que ça interpelle les gens. Mais je vais te dire, les meilleurs souvenirs que j'ai avec Kev, c'est nos barres de rire. C'est qu'on faisait des galeries marchandes, des foires, mais on rigolait. Et puis tu sais, on n'arrêtait pas de se challenger. Et puis en voiture, on allait faire de l'accompagnement. Moi, j'adorais faire ça avec les vendeurs. C'est qu'on partait tous les deux sur un rendez-vous. Mais mec, quand on avait vendu, mais tu sais pas que le Platinium à Rennes, à côté, il savait pas mettre de la musique. C'est que la Clio 2, on la faisait péter. Hein. Le Platinium, c'est une ancienne boîte à ouais. Le Clio 2, on le faisait péter, mais c'est des moments. Mais t'es jeune, t'étais au lycée ensemble, là t'évolues ensemble. On était tous les deux des galériens de l'école. On n'avait jamais rien su foutre à l'école. Nos parents, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire de nous. Et KDO, 6 mois après, il arrive chez son père en Mini Cooper S. Parce que toi, c'est là aussi où tu commences à t'acheter des caisses cool. Bah oui, c'est là où je commence à m'acheter des caisses cool. Et où mes vendeurs, je leur fais acheter des caisses cool. Parce que quand un vendeur, il est piqué et qu'il vient de mettre 15-20 barres dans une caisse, il a envie d'aller vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, effectivement, moi, je commence à me faire mes petits plaisirs. Je m'offre ma première Mini. Tu vois, j'ai toujours adoré les Mini et je m'offre ma première belle Mini. Et après, c'est aller super crescendo parce que je suis passé animateur et parce que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance et honnêtement, j'étais un taré. C'est-à-dire que moi, c'était lundi-dimanche et KDO, il peut témoigner ici. Le dimanche midi, on allait manger chez mes beaux-parents, mais le dimanche matin, j'allais faire du porte-à-porte. Oui, tu travaillais H24, quoi. H24. Et mon seul kiff, c'était quand je me suis offert mon premier caïman. Donc ça, c'est quoi? C'est en fin 2011? Fin 2011? Ouais, c'est ça. Fin 2011. Premier caïman, on est bien ou pas? On est pas mal du tout, ouais. 20 piges. Sachant caïman, ouais, ça! T'as vu le permis même pas 2 ans avant, quoi. J'avais eu le bac juste là. Tu l'avais passé en candidat libre? Ah bah oui, candidat libre, et puis tu sais, en mode galérien, je l'ai pas eu à 18 ans. Bah du coup, en fait, c'est trop bizarre, mais j'avais pas ce truc de me dire, ouais, tu travailles trop, J'avais un Caïman S. J'allais déjeuner chez mes beaux-parents en Caïman S. Alors bien sûr, j'avais mis tous mes ronds dedans, hein, j'étais à sec. Ah, j'étais... Les rires témoignent que c'est la vérité. Ah bah ils s'en souviennent. Ah bah il était à sec l'enfant. Hein. Ah bah il habitait à Henri Fréville en ZUP l'enfant, mais il avait le Caïman S. Ah, le Caïman il valait plus cher que l'appart. Oui, donc ta femme Alizée était pas trop fan, je crois, du Caïman. Non, alors du coup... C'est ça qu'on en a pas parlé, mais... Biche n'était pas à l'aise du tout avec le Caïman S, parce que déjà un Caïman dans les rues de Rennes, je t'explique le truc. À l'époque, c'est comme si tu sortais une Enzo. Hein. Je te grossis le trait, mais on n'est pas loin. Hein. Tout le monde nous regardait et c'était assez oppressant et elle n'était pas à l'aise du tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu lui faire plaisir. Elle voulait une voiture familiale. Du coup, je me suis dit, on va prendre un Cayenne. Donc, souvenir d'enfance en plus. Souvenir d'enfance. Et putain, on prend un Cayenne. Mais sauf qu'en fait, le Cayenne, à l'époque, quand tu sortais un Cayenne, c'était encore pire plus cramé. Mais tu sais qu'on s'est fait cracher dessus, Yann. Ah, ça m'étonne pas. On s'est fait mais je te dis pas ça, on s'est vraiment fait ça m'étonne pas du tout. Cracher dessus. J'ai eu un mec au passage piéton, je m'en souviens comme si c'était hier, Henri Fréville, qui a baissé sauf rock, il m'a montré sa raie. Cayenne, c'était compliqué, hein. Cayenne, surtout quand tu vois avec ma dégaine là de... J'avais pas de barbe, j'étais un berbe avec ma tête de puceau là, avec mon costume, t'avais envie de me tarter direct, mon gars. Et tu voyais la petite Indonésienne à côté, t'avais envie de nous gifler. Ah, t'es fou, j'aurais fait pareil. Et du coup, c'est quoi la suite un peu? Après ces caisses qui finalement, tu t'en sépares parce que pour X et Y raison, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et c'était tellement une époque de fou parce que tu vois, tu sors le Cayenne. Mais putain, tu réalises pas ce qui se passe. Tu réalises pas. Et d'un côté, aujourd'hui, je réalise parce que je sais que j'étais tellement Et à cet âge-là, et même KDO, il me disait, mais t'es baisé. Il me disait tout le temps, mais moi, je m'en rendais pas compte. Il m'invitait chez lui à boire. Ah non, vas-y, je vais faire du tap. Non, je fais du tap ce soir. Non, ce soir, je fais du tap. Mais j'arrêtais pas. Je pouvais pas. Tu sais que mon rendez-vous, écoute-moi bien, mon rendez-vous de 20h, il pétait. Mais tu crois que je rentrais chez moi? Tu crois que KD, il m'invite? Mais t'es fou, de 19h30 à 20h, j'allais taper une rue. Hein. Et je rentrais pas chez moi tant que j'avais pas passé une porte. Hein. Mais tu sais que j'aurais pas pu rentrer chez moi sans avoir fait mon rendez-vous de 20h. Est-ce que t'aurais eu le sentiment d'avoir une journée inachevé, quoi? Ah j'étais une daube.
Pour moi, c'était pas concevable. J'avais tant de rendez-vous par jour. S'ils étaient annulés, mais pour Y raison, ouais, parce que les clients, ils t'appellent, ouais, désolé, ma femme, elle peut pas. Ah, mais t'inquiète pas que je retrouvais un rendez-vous. Hein. Ah, j'allais taper. J'ai tapé jusqu'à 20h45 des portes. Hein. Et je finissais toujours par trouver une porte. Hein. Je te le dis. Hein. Et quand je trouvais pas, je finissais chez ma mère, je lui vendais un Storman. Vraiment fait, putain. C'est véridique ça? C'était pour la prime à 100 000. Oh la vache. Et attends mec, j'étais en fin de mois, j'étais à 99,7. Il me manquait un peu pour la prime à 100 000. Tu sais pas que je me suis dit, mais attends, la daronne, elle a pas de Starman. Ah bah elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Bah il marche bien. C'est essentiel. Et puis j'ai tout mis, il y a le retardateur d'oiseau, il y a tout ce qu'il faut. J'ai même mis l'anti-griffe de chat sur la toile. Pour en revenir aux caisses, donc on disait que le Cayenne, le Caïman, ça saute. Alors Qu'est-ce le qui se passe Cayenne, après tu vas rigoler, tu sais pourquoi je le vends? Alors Biche, elle adore la position de conduite, elle est pas compliquée honnêtement, que ce soit Porsche, Renault, elle s'en carre. Elle est pas trop fan de caisse, Ozon. Non, c'est pas son truc. Autant elle sait apprécier, elle va dire ouais j'aime bien, putain la qualité de la sono, elle est bien, elle est cool, elle est confortable. Mais autant c'est pas son truc du tout. Tu vois, c'est pas... Et c'est pour ça que c'était rigolo quand ceux qui pensaient que Biche elle était avec moi pour les caisses, mais honnêtement mon gars, si tu veux choper Biche avec les caisses, tu peux t'accrocher. Hein. Et du coup... elle adorait la position de conduite, elle trouvait ça super, sauf qu'en fait, elle m'a demandé de le vendre, et même moi, parce qu'à cette époque-là, le 98, il est à combien, Johnny? Il est à 2 €. Et ouais. Et le plein du Cayenne, t'es obligé de mettre 2 fois la CB. C'est des pleins à 200 balles et tu fais 350 km. Donc je l'ai vendu parce qu'en fait, alors j'étais content, hein, j'arrivais à la foire avec, tu te souviens? Alors j'étais le chef, hein. Alors t'arrives en Cayenne, t'es le chef. Ah mais t'es le chef, mon gars, mais t'es le chef. Non, j'assumais pas. Du coup, changement. Et là, je passe sur une caisse pas de passionné. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Mais en fait, tu sais, moi, je suis... Quand je fais un truc, je le fais à 200%. Donc là, en gros, ça consommait. Ça me rendait ouf, les pleins à 200 €. Ça m'a fané. Biche, elle voulait pas que j'ai de sportive. Moi, j'étais amoureux, comme je le suis aujourd'hui. Ma femme, c'est tout pour moi. Elle veut pas que j'ai de sportive. Elle veut que j'ai un 4. Vas-y, je m'en bats les couilles. Je prends un 4x4. Là, faut pas que ça consomme. Elle aime bien les mini. J'aime les mini. Je prends une Mini Cooper SD. Ça venait de sortir. J'ai un bon coup, j'ai une OP, j'achète ça. Pour qui, pourquoi? Me demande pas. Elle a duré 2 mois. Parce que ça, on l'a pas dit, mais en fait, tu changeais des caisses à peu près tous les 3-6 mois, quoi. En gros, c'était simple. Hein. Dès que je ramassais, je me remettais à sec. En fait, je crois que je kiffais être à sec. Et non, dès que je pouvais j'upgradais. Et du coup, la Cooper SD, je la vends. Et je me prends, et là en fait ça me manquait, tu vois, tu sais, quand t'es passionné de caisse, le son, le Cayenne, j'avais pas trop kiffé, enfin c'était le mythe, ok, mais moi ce que j'aimais c'est les caisses qui faisaient du bruit, qui chassaient un peu de l'arrière, les caisses rigolotes. Et là je me sors un C63 AMG, mais je te parle de ça, ça venait de sortir, hein. Tu sortais ça à l'époque, c'était dingue. Là, on est en 2012. 2012, mais tu sais pas que je me faisais arrêter, j'habitais en ZUP moi, je me faisais arrêter tout le temps, je me faisais arrêter. Et je sors un C63. Et là, mais on est où là? C63. Donc Mercedes. Hein. Mercedes, 457 chevaux, V8 Atmo, incroyable. Le M156, le fameux M156, peut-être le meilleur moteur de la prod. Incroyable. Donc là, en gros, j'ai ce C63 là qui... C'est une caisse formidable, c'est une caisse que j'ai adoré. Le C63, je le vends à contre-cœur parce que il y a une voiture qui me fait rêver depuis très très longtemps et en fait je commence à aller au Carzon Coffee. Le Carzon Coffee, c'est quoi? C'est un rassemblement de caisses à Paris. À l'époque, ça partait de la porte d'Auteuil et on allait jusqu'à porte de Saint-Cloud. Le moment le plus kiffant, c'était ce trajet-là où on passait par le périph et autant te dire que c'était en mode sympa. Ça charbonnait quoi. Ça charbonnait. C'était exceptionnel. Je me souviens encore des petits runs qu'on faisait avec Barack et compagnie, c'était vraiment chouette. Et du coup, à cette époque-là, je découvre le Carzon Coffee et je découvre plein de voitures qu'en fait, je voyais jamais en vrai. Donc, pour te donner une idée, je faisais Rennes-Paris pour aller au Carzon Coffee. Hein. Le mec, il est déter. Hein. Et là, je voyais des Maserati Gran Turismo. Et le bruit de la Gran Turismo, putain, mais la première fois que j'en ai entendu une, je dis, attends, on redémarre. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans ma tête, j'étais matrixé. Je voulais une Gran Turismo. Mon rêve, c'était une 4,7 litres. Mais ça coûtait une tonne à l'époque. Parce que niveau bruit, il y a la 4,2 litres et la 4,7 litres. Et la 4,7 litres, forcément, a un bruit qui est beaucoup plus noble encore. 4,7 litres, hein, les Villebrequin en croix, ça change tout. Non, elle est exceptionnelle, ce moteur.
Et pour moi, une des plus belles sonorités automobiles à l'heure actuelle et jusqu'à... D'ailleurs, elle sera pas, je pense, indétrônable. Ouais, Ce c'est bruit clair. est fou. Et du coup, de fil en aiguille, j'arrive à faire un peu de rond, hein, et donc je peux vendre mon C63 et m'acheter une Gran Turismo 4 litres 2, mais avec un échappement car graphique qui fait un bruit de ouf. Et du coup, le dream, hein. Gran Turismo, 4 litres 2, jantes noires, étrier jaune. Et là, t'es au top. Voilà, mec. Non, mais Maserati. Tu sais, Maserati, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais quand t'es passionné de caisse, tu vois, Maserati, c'est Maserati. Alors, cette marque, soit tu l'adores, soit tu la détestes. Moi, je fais partie de ceux qui l'adorent. J'adore cette marque. Et la ligne de la Gran Turismo, pour moi, c'est Pininfarina, tu vois, il en a fait des caisses. Mais la Gran Turismo, tu la mets en 2021, elle a pas pris une ride pour moi. C'est clair. C'est une voiture qui a une ligne intemporelle, tellement chic. Et puis, je trouve qu'elle... Ah, je l'aime trop, cette caisse. Je suis amoureux de cette Et caisse. qu'est-ce qui lui arrivait? Il t'est arrivé une merde avec cette caisse? Il m'est pas arrivé de merde. Enfin, si. Si je l'ai vendu par rapport à une merde, c'est assez rigolo d'ailleurs. Il m'est pas arrivé de merde, mais Biche veut devenir infirmière. Me demande pas pour qui, pourquoi, elle veut devenir infirmière. Mais je me dis que c'est bien parce que elle fera du social. Moi, je suis dans le business. On s'équilibre. Donc, Biche rêve de devenir infirmière. Elle passe des concours d'ailleurs. C'est super rigolo parce que c'est avec Manon, la femme de Kevin, qui est toujours la femme de Kevin d'ailleurs. Tu vois, nous, on garde nos femmes. On garde pas nos bagnoles, mais on garde nos femmes. Et du coup, elles passent toutes les deux le concours. Et Biche, me demande pas pourquoi, elle est prise à Paris. Ok. D'accord? Et donc là, c'est assez rigolo ce qui se passe. Parce que c'est là que tu te rends compte que quand t'es jeune, en fait, t'as nos limites. Et puis moi, je kifferais qu'on me mette une petite piqûre par moment de jeunesse. Dans le sens où quand t'as 30 piges, même si j'essaye de prendre sur moi, on se pose trop de questions. Et même moi, je m'en pose trop. Il y a 10 ans, je m'en posais pas comme ça. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu te poses des questions de merde. Quand t'as 20 ans, mais tu te poses pas de questions. Tu fonces. Et là, Biche, elle est prise à Paris. Pour moi, il n'y a pas de questions à se poser. Au départ, je me dis, vas-y, je ferai des allers-retours. TGV, vas-y, je regarde. Elle est à Paris, on fait des allers-retours. On fait si on fait... Ah, vas-y, peut-être un peu galère. Ah, et puis ouais, c'est vrai que c'est galère quand même. Bon, bah vas-y, Balek, envoie ta dème. Je prends mon courrier. Sachant que t'as déjà une superposition à ce moment-là. Je prends 9K mensuels. J'ai pas honte de le dire. C'est insolent ou pas? C'est carrément insolent. Non, mais à cet âge-là, en vrai. C'est carrément insolent. T'as 21 ans, quoi. J'ai 21 ans. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a la foire de Paris. D'accord? Et il y a la foire de Paris, je l'ai jamais faite. Et là, le big boss du groupe me propose de la faire et de le faire avec mes vendeurs. Et là, moi, toujours soif de découverte et tout. Et puis, sachant que Biche était prise comme par hasard à Paris, moi, Paris, ça me commençait à me parler, hein. Même si ça me faisait flipper, tu vois, tu sais, quand t'es en province, Paris, c'est New York, mon gars, hein, tu vois, j'avais pas voyagé, moi, à l'époque, hein, Paris, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Et du coup, on y va avec Cadéo, d'ailleurs, avec le Gran Turismo à l'époque, et nous voilà à la foire de Paris. Et putain, en fait, on s'est éclaté sur cette foire. On s'est éclaté parce que c'est une ambiance de débile. En fait, nos foires, c'était des trucs de rigolo de kermesse. Paris, c'est du grand Mendes, tu vois, c'est incroyable. Et donc, en fait, cette foire-là me montre que les clients, en fait, qu'ils soient à Paris, à Rennes, peu importe où tu veux, c'est toi qui fais la différence. Parce qu'on trouve toujours des excuses. Ouais, mais non, mes clients, ils étaient relous. Le vendeur, il a toujours des excuses. C'est à toi de t'adapter, c'est pas C'est l'inverse. à toi de t'adapter. Il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des mauvais vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, je me rends compte que, non, mais en fait, je peux y arriver. Donc, ni une ni deux, moi, je reviens de la foire de Paris, je me pose pas trop de questions, en fait, je balance ma dème. Et là, et je commence à postuler, je postule chez tous les concurrents, en fait, j'envoie des CV, machin. Et là, en fait, du coup, il y a le boss du groupe qui me rappelle, il me dit, Maxime, attendez, je comprends pas, qu'est-ce que vous faites? Du coup, je lui explique, il me dit, ouais, mais votre femme, mais attendez, mais... Vous voyez les salaires que vous gagnez, enfin peut-être expliquer à votre femme que même si demain elle est diplômée, la gamine, elle va prendre 6 fois moins. et du coup, il m'explique ça. Mais moi en fait dans ma tête, Biche elle veut être infirmière. C'est son rêve. Je vais pas lui dire vas-y Annick, balèque de tes. Non, je peux pas lui faire ça. Donc moi dans ma tête c'est on y va coûte que coûte. Et là on discute. Et en fait il y avait une agence en région parisienne qui avait jamais fonctionné et pour le coup ils étaient même sur le point de la fermer. Parce qu'en fait, il y avait une antenne, ils avaient essayé de monter 5, 6, 7 fois Paris. Ils avaient essayé de le monter dans tous les sens avec différents directeurs d'agence, avec plein de solutions différentes.
Et je sais pas pourquoi la mayonnaise n'a jamais pris dans cette agence. Il y a toujours eu, ça n'a jamais fonctionné. Pour te dire, à la Foire de Paris, enfin, il n'y allait même pas, ça n'a jamais fonctionné. Et là, du coup, il me dit, est-ce que vous pensez qu'avec Greg, vous pouvez Donc, gérer le fameux Greg dont tu parlais tout à le l'heure. fameux Greg, est-ce que vous pensez que vous pouvez gérer un truc là-bas et tout? Puis moi, je dis, putain, mais attends, c'est peut-être un truc de ouf là qu'on me propose, tu vois. On réouvre le même truc, je connais le logiciel, je connais mes produits, faut que je m'adapte. Vas-y, feu, tu vois ce que je... On y va, on y va. Greg, et encore une fois, merci Greg si tu m'écoutes, c'est un mec, il est déter. Il est déter, il y va, il est déter. Dis-toi, il fait des Rennes Paris tous les jours. C'est-à-dire qu'il découche pas. Il fait des Rennes Paris tous les jours. On monte Paris ensemble. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale. Lui, il gère la gestion annexe, notamment d'embaucher, parce qu'il n'y avait personne, on avait que des Donc, la casse-coups. partie RH, etc. Voilà, donc lui gère cette partie-là. À chaque fois sous ma coupelle, et c'est ça que j'ai toujours apprécié avec Greg, c'est qu'on était deux. Là, j'ai ce profil-là, machin. Ok. On arrive à monter Paris, sauf qu'en fait, et là c'est ma désillusion, Maxime qui est premier vendeur France numéro 1, il arrive en septembre 2013 à Paris et il perd ses moyens. Et ça, c'est un moment qui est très dur psychologiquement parce que quand tu as l'habitude de rentrer chez toi et de faire 4 rendez-vous, 4 ventes, et que tu rentres chez toi, que tu n'as pas fait certaines signatures et que le lendemain tu prends des annuls, je peux te garantir que dans ta tête, ça tourne à 2000 mais dans le mauvais sens. Parce que tu viens de te prendre un appart à Boulogne-Billancourt et que le loyer, toi tu as un fixe de 800 balles et que tu as 1004 à lâcher, que ta meuf elle est en études et que toi tu es que sur de la com pure, et que là tu te rends compte que tu fais que de prendre annul sur annul, annul sur annul, annul sur annul, ça pète, sa machine, putain il se passe quoi? Il se passe quoi? Putain il se passe quoi? Et là je commençais à cintrer, j'étais pas bien. Le soir, je cogitais, Alizée, elle a toujours été derrière moi et j'ai une femme extraordinaire pour ça. Elle me disait, mais bébé, ça va le faire. Peut-être que c'est dur, c'est nouveau, les gens, c'est différent. Et en fait, je me remets en cause, etc. Et je me rends compte d'une chose, le Parisien, c'est pas le Breton. Le Parisien, il rentre de chez lui, il vient de se taper 1h30 de bouchon. Donc le Parisien, Maxime, il a beau être rigolo, il a beau être gentil, il a beau être fanfaron, il a pas envie de l'écouter 1h30, lui raconter l'histoire de son entreprise et l'histoire de tous les produits qu'il vend. Le Parisien, il veut du concret. Faut que ce soit rapide, efficace. Il veut un devis tout de suite. Faut que ça aille vite. Et du coup, je remets toute ma méthode, je remets tout mon book que j'avais mis quelques années à faire. Je remets tout à zéro. Et en fait, je me remets totalement en question et je me dis là, t'as pas le droit à l'échec. T'as pas le droit pour toi, mais t'as pas le droit pour ta femme. T'as pas le droit t'as pas le droit de foirer en fait. T'as pas le droit d'être une merde. Et tu vois, je m'inflige ça. Et t'as pas le droit de décevoir tout le monde en fait. Et donc là, je refais tout. Et putain, ça commence à prendre. Alors mes rendez-vous n'ont plus rien à voir. Avant, j'arrivais, Maxime, je parlais pendant une demi-heure de la pluie et du beau temps. Là, je parle de la pluie et du beau temps, mais je prends mes cotes en même temps. D'accord? Donc en fait, j'essaye d'être vraiment... j'optimise mes rendez-vous pour que ce soit le plus court possible parce que j'ai bien capté que le Parisien, il avait pas mon temps. Tu vois? Et de fil en aiguille, je commence à comprendre le Parisien. Je commence à comprendre sa façon d'être. Je commence à comprendre le mood. Et ça commence à marcher, la mayonnaise reprend. Et du coup, là, ça reprend. J'arrive à mi-septembre. Et je suis à quelque chose comme 40 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'habitude à Rennes, j'aurais été à 70. Et là, tu sais ce que je fais pour vraiment me dire, t'as plus le choix. Parce qu'en fait, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin d'être dans la merde. C'est con ce que je te dis, mais qui ont besoin de se fixer des objectifs de fou et qui ont besoin d'aller plus loin pour aller toujours plus loin. Et ça faisait, je vais pas te mentir, ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'avais repéré une petite 430. Ferrari 430. Ouais, une F430. Rouge, intérieur tan, config parfaite, un config du salon de l'auto dans laquelle j'étais monté. Et là, tu vas rigoler, mais le vendeur de cette concession, je me rends compte en téléphonant, le mec, il est en stress avec ses rendez-vous, ça déconne et tout, mais c'était peut-être un moyen aussi de m'évader et de me fixer un objectif pour me rattacher. Tu vois ce que je veux Est-ce que dire? tu penses que tu l'as fait intentionnellement ou c'était plutôt genre t'as pas vraiment réfléchi au fait que tu vas te fixer, effectivement te mettre dans la merde pour finalement t'en sortir in fine en fait? Je sais pas, toujours. C'est toujours facile de refaire l'histoire, tu sais, après. Ouais, c'est mais dur. est-ce que sur le moment C'est dur à l'instant T de savoir ce qui s'est passé exactement. Je pense que j'avais envie de dire, peut-être dire, je vais y arriver, tu peux y arriver, tu vois, en mode, allez. un cri de rage un peu quoi. Ouais, tu vois. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, le vendeur de cette F430, je me rends compte que c'est le mec qui m'avait vendu mon C63 à l'époque. Ok. Je m'arrête chez lui. J'étais avec ma Gran Turismo. Ça devait être un mardi, un lundi ou un mardi. Je m'arrête chez lui après une journée un peu de merde. Je t'avoue que c'était un peu une journée de merde. Et je m'arrête chez lui, je vois la 430. Il me dit, est-ce que tu veux l'essayer? Feu. Mets-moi dedans. On va l'essayer. On prend 3 tunnels. Je m'en souviens encore. On y va.
Je suis comme un ouf. Et tu sais, ça m'évade et ça m'enlève toute la merde que j'avais depuis 3 semaines qui me tournait dedans. Et là, je lui dis, tu me la reprends combien, ma Gran Turismo? C'était Manu à l'époque. Il me dit, écoute, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Samedi matin, je dis à Biche, on va récupérer la nouvelle voiture. Il dit, qu'est-ce que tu racontes et tout? On va récupérer la nouvelle voiture. Samedi matin, on était en 4,30. Alors qu'à ce moment-là, t'en avais pas les moyens, concrètement. Bah non, j'avais pas les moyens parce que je vidais mes comptes, alors qu'on était dans une situation bancale de ouf. Et je prends la 4,30, on sort la 4,30, et on va sur les champs, on va chez la durée. Tu vois, j'avais envie vraiment de kiffer. J'avais envie de la faire kiffer, j'avais envie de kiffer et j'avais envie de m'évader. Et tu sais pas que le lundi, j'étais dans un mood dans ma tête, mon gars. Mais comme t'as jamais. Et j'ai vendu toute la semaine. Et là, il s'est passé un truc. Et je sais pas comment te l'expliquer. Je sais pas si c'est ça qui a dynamisé le truc ou quoi, ou si ça m'a redonné confiance en me disant, allez, maintenant t'as ça, t'as plus le choix. Parce que fallait pas que je la vende, ma 4,30. Si je la vendais, c'était pour avoir mieux. Donc j'avais pas le choix de la vendre, j'allais pas régresser. Et du coup, ça m'a mis dans un mood de folie, tu vois. Et fallait que j'y arrive. Et j'ai commencé à faire toutes les foires du coin, toutes les galeries. Je me suis rencardé pour avoir tous les contacts, parce qu'il y a des galeries marchandes que tu pouvais pas faire si t'avais pas le bon contact, parce qu'il y avait des arrangements de certaines sociétés qui pouvaient s'installer, pas d'autres, etc. Et ça a marché. Et écoute, ça a cartonné. Et tu l'as gardé la 4,30? Je l'ai gardé. Jusqu'à la changer. Je l'ai gardé. Et j'ai même fait plus insolent que ça. C'est que je l'ai gardé. Biche n'aimait pas la 4,30. Parce que c'était... Moi, je te fais pas de dessin. Hein. Un gamin avec ma tête de... T'as vu ma tête? Putain. C'est pas très discret, ouais. Avec ma tête de mort, là. Bah, Biche l'assumait pas. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un amour pour les C63. Et je me suis pris un C63 coupé édition 1 pack perf en plus. Et donc ça, bah là, vraiment, là, j'étais dans le... Mais là, ça commençait à vraiment tourner pour le coup. Là, ça tournait de feu. Là, ça tournait de feu. Et c'est à cette époque-là que je rencontre Akram. Je rencontre Akram grâce à Bilal. Bilal, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, la sœur de Biche habite à Mantes. Je pense que tu connais. Mantes-la-Jolie? Mantes-la-Ville. Ok. Mantes-la-Ville. C'est collé. Hein. C'est collé. C'est des petits pavillons, tu sais, sur la petite vallée, là. Et en fait, elle a une voisine qui a un fils qui s'appelle Bilal, qui est passionné de caisse. Et de fil en aiguille, les enfants se connaissent, etc. Et on se rend compte et le feeling passe bien. Il adore la photo. Il me fait des photos de malade. On discute. Et il se trouve que lui, il connaît Akram. Il lui fait des photos. Il se voit, etc. Et donc, de fil en aiguille, en fait, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré Akram la première fois. Et à l'époque, il tournait avec sa fameuse Véron bleu. Exact, voilà. l'époque de folie. Ouais. Et c'est l'époque où on a tourné dans Paris. J'étais en C63 derrière. J'avais mon pote Max en GT3 et Akram qui était devant en ouvreuse avec l'Aveyron. Et à cette époque-là, il était sous escorte avec des classes S. Enfin, c'était un truc complètement débile. Et Akram a toujours eu ce truc d'avoir envie de partager, tu vois. Et moi, quand je suis venu la première fois chez lui, après, il m'a donné direct son numéro privé. Il me dit, vas-y, tu passes quand tu es avec des potes. Et du coup, je suis revenu avec des potes. Et à chaque fois, c'était... Mais tu sais, Akram, quand tu vas le voir, c'est un moment particulier parce que nous, on le regardait quand on était gamin sur Dailymotion, Akram 777. On saignait ses vidéos comme pas possible. Je te parle de l'époque d'Akram quand il parlait pas dans ses vidéos. Hein. Il filmait juste des scènes complètement débiles. Et nous, on était comme des fous. Et le voir en vrai, être dans sa cour, discuter avec lui de tout, de rien, c'était magique. Et puis lui demander d'aller aux chiottes. Tu vas aux chiottes, tu vois une pile d'amandes, mon gars. T'as l'impression J'en sais, tu m'avais parlé de ça. Ouais. Mais c'est des souvenirs. Tu vois, c'est des flashs qui m'ont marqué. Et c'est ce truc de se dire, putain, t'es à Paris, Max, t'es chez Akram. Et en vrai, il était tellement gentil. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu... C'était un rêve, mon gars. Tu vois une Véron, il t'ouvre la porte, vas-y, regarde, machin. On était comme des oufs. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'étais fan et je le suis encore. Akram, voilà, j'en ai rêvé pendant ma jeunesse. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et puis, c'est sûr que quand t'arrives chez lui, que tu discutes avec lui, je vais pas te dire que je vais pas faire le mec, vas-y, non, j'étais un gros fan, je le suçais comme jamais. Non, mais je l'assume. Et pour revenir aux caisses, ce C63 et cette F430, tu les changes? C63 F430, je les change. Et alors, je les change pourquoi? En fait, je mets un VX D2 et je me dis... Et là, par contre, j'ai fait une connerie, putain, j'ai envie de me gifler. À cette époque-là, je veux un compromis entre les deux et c'est l'époque de la California. Ferrari aussi. Ferrari. Elle ressemble un peu à la Gran Turismo. Biche elle adorait la ligne de la Gran Turismo. Elle trouvait ça chic, machin, truc, tu vois. Et je me dis, vas-y, je vais prendre une California. Comme ça, j'ai ma féfé, je suis content. J'ai qu'une caisse, ça évite d'en avoir d'avoir deux parkings, machin. J'ai une California, j'ai une boîte double embrayage. C'est la nouveauté à l'époque, tu vois. J'étais attiré. Et putain, j'achète une California. Tu sais qu'au même moment, j'aurais pu acheter une Scoot.
Une Scout bleue, jante or, bande or. Ah merde. Non, mais la honte. Bah oui, mais tu peux pas. Ouais, bah. La honte. À ce moment-là, il n'y avait pas encore l'aura en fait que t'as sur la Scout aussi. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que j'étais un idiot fini à cette époque-là. Mais j'ai vu, la California elle me faisait rêver, je sais pas pourquoi, c'était une Ferrari récente, pratique, le cabriolet, tu vois. Et du coup, je me fais ce kiff-là, et d'ailleurs, je vais pas cracher dessus parce que je l'ai adoré, la California. Et puis on devenait des fils de pute de Parisiens avec Bibiche, tu vois, le week-end, on allait à Deauville. Tu vois, le connard, quoi. Donc on allait à Deauville avec la Calif en cab. Et putain, le cliché, quoi, j'ai envie de me chiffler encore. Ouais, mais après, faut remettre dans le contexte. Faut remettre dans le contexte. Tu pars de rien du tout, donc Bah t'as envie oui. de vivre le rêve à fond. Bah oui, t'es dans le cliché. Et du coup, effectivement, j'achète cette California, mais en fait, ce qui me manque, c'est la brutalité de mon C63 qui était vraiment oufissime, ce pack perf. Et donc là, gros gap, et je m'en souviendrai très longtemps, je pense. Et c'est d'ailleurs une de mes voitures favorites. Avec la 430 m'a marqué. La 430. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce podcast, une 430. Bon, à l'époque, c'était pas les prix d'aujourd'hui. À l'époque, à 70K, t'avais un exemplaire fabuleux, avec un beau suivi, un truc sympa. Aujourd'hui, c'est plus 90-100, mais la 430, elle a ses années. C'est une armoire normande sur le train avant. Faut regarder un petit peu il y a quelques petits trucs à regarder, notamment les collecteurs, etc., qui peuvent avoir des petits manques de fiabilité. Mais bon, si tu mets un tubi, il n'y a plus de problème. Mais c'est une caisse extraordinaire parce qu'en sensation en mode race, une 430, ça te filera toujours la banane et c'est chouette. Mais une caisse qui m'a marqué, c'est la 458. La 458. Tu sors une 458. Je te parle de ça, on est en... Putain, j'ai plus les dates, on est en 2016. 2016, j'ai quel âge en 2016 ? On est en 2016. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc 2016, tu vois, il est tard là. J'ai 25 ans, Yann. Ça sort une 458 Italia comme never. C'était fou. C'était fou. Noir intérieur noir, surpiqûre jaune, étrier jaune, écusson jaune. C'était dingue. C'était dingue. Et 458 Italia. Et là, j'avais déjà commencé à venir ici. Donc j'avais fait une année au Vigan en 430. L'année d'avant, parce qu'en fait ma qualif je l'ai eu entre temps si t'as suivi un peu le truc. Ouais. J'avais la 430 l'année d'avant et là c'est le Vigan en 458. Mais mec, Adou, t'en as encore des frissons ou pas ? C'était dingue. C'était dingue parce que la 430 c'était ma première voiture de sport et au Vigan je vais pas faire, j'étais pas serein et je l'ai conduit, hein. J'ai mis le mode race, je me suis amusé, etc. Mais j'étais pas serein. Mais la 458 elle était tellement facile à emmener. C'était vraiment... Tu vois, pour un pilote amateur, parce que j'ai pas honte de le dire, hein, moi je suis un pilote amateur, hein, je suis pas pro du tout, je m'amuse au volant, j'adore conduire, mais je suis pilote amateur. Et même en tant que pilote amateur, putain, peut-être t'as l'impression de bien conduire. Et la 458, elle était tellement facile à emmener, elle te faisait tellement T'avais un bel appel avec cette voiture, et je me suis vraiment régalé avec. Et d'ailleurs, j'ai fait le Vigan 458 2016, je l'ai fait en 2017, j'ai fait 3 ans. Je l'ai saigné ma 458. Et tu sais que j'ai fait un billet sur ma 458 alors que j'ai roulé 3 ans avec parce que la cote après a explosé. C'est ça l'histoire, c'était ce que tu m'as expliqué, c'est que les concessions les rachetaient même. Les concessions les rachetaient. Alors c'était dingue. Tu sais que ma California, je l'avais vendue plus cher que je l'avais payée parce que je l'avais acheté en hiver, je l'ai revendue en été. Le classique. Le classique, on la connaît. Et on la connaît, hein. Mais d'ailleurs, sur toutes mes caisses, bon, bah là, c'est pas le sujet de ton podcast, mais ça me fait rire quand les gens disent tu perds de l'oseille. J'ai jamais perdu d'oseille de voiture. La seule caisse avec laquelle j'ai perdu de l'oseille, et c'est marrant parce que tout le monde nous dit qu'on perd pas d'oseille avec ces voitures-là. La seule caisse avec laquelle j'ai perdu de l'oseille, c'est ma putain de GT3. Tu vois ? Mais sinon, avec mes Ferrari, au contraire. Et tu sais que je la mets en vente, ma 458. Et tu sais pas, bah si tu sais, parce que je te l'ai dit, c'est une concession Ferrari. J'ai eu plein d'appels de particuliers. Et c'est une concession Ferrari qui me la rachète plus cher. C'est hallucinant, Mais tu sais que c'était assez incroyable. Et moi, je me suis dit, vas-y, t'embête pas à la vendre à un particulier. Il y a une concession qui te la rachète. Mais à cette époque-là, et d'ailleurs, ça a continué, puisqu'aujourd'hui, une belle 458, ça s'arrache. Une 458, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un produit liquide. C'est-à-dire que tu la rentres, si elle a une belle config, les bonnes options, tu la sors. C'est ouf. Et j'ai compris pourquoi, parce que tu vois, j'en ai essayé une il y a pas longtemps, une 458. C'est magnifique d'ailleurs, je salue Elle avait le volant carbone ou pas ? Elle avait le volant carbone. Chanceux, je l'avais même pas moi. Extérieur bleu Pozzi, intérieur chocolat, cuir chocolat. Magnifique, en spider. Les belles jantes en diamant ? Non, pas en diamant. Ah, il avait les jantes dégueulasses, comme moi. Ouais. Voilà, il avait le carbone mais les jantes dégueulasses. Non, mais super confus quand même. Mais je les avais peintes en noir, encore une faute de goût, tiens.
Quand tu rentres dans ce genre de caisse, tu comprends en fait pourquoi tu es. Incroyable la tu comprends. 458. Tu comprends. Incroyable. Truc de C'est fou. une voiture fabuleuse. C'est pour moi une des plus belles. Et pourtant, quand elle est sortie, tu sais, quand on les voyait, les premières que j'ai vues au Carzon Coffee, on était oh putain, c'est chelou. Tu sais, ça faisait un peu manga japonais. Mais remarque, il n'y a pas de manga suédois. Hein. mais incroyable une 458. Puis ça vieillit pas surtout. Ah non, et puis les 3 échappes à l'arrière. Incroyable. Donc t'as ça, et en plus tu t'achètes une petite abarth. Tributo Ferrari. Tributo Ferrari. Je me fais un vrai kiff. J'ai une opportunité qui était d'ailleurs à la base pas une histoire rigolote, mais qui m'a permis à moi d'avoir une opportunité. Et effectivement, j'achète une petite Tributo Ferrari et c'est une caisse super. Alors la boîte, elle est lente. Ah, laisse tomber. Hein. Tu passes la première, t'as le temps de faire un appel avant que la deuxième arrive. Mais la boîte, elle était. Mais par contre, elle était tellement rigolote avec ses petits retours. C'était un échappement Monza, tu sais dessus. Ouais. Et les baquets carbone. Ah, tu connais les Italiens, ils en font toujours trop. Hein. T'avais du carbone de partout. Enfin, c'était régalade. Mais ces autos, t'es obligé de t'en séparer parce que vous avez un coup de cœur pour un appart. Alors, moment très très dur. Très dur, c'est entre guillemets, tu sais, quand t'es passionné, c'est dur de se raisonner. Et, Ouais. et les seules T'as fois. atteint le rêve en plus là. Ah bah, j'ai mec qui est 458, mon gars. Je te fais pas de dessin. Hein. Bah, c'est plus qu'un rêve, c'est complètement fou. Et puis après, faut pas en oublier quand même que j'ai toujours fait quand même la part des choses. C'est-à-dire que quand je te dis je me suis mis dans la merde, j'étais pas un, tu vois, on se comprend, mais Ouais, oui, bien sûr. oui, je sais que 9 mecs sur 10 n'auraient pas fait ce que j'ai fait avec les caisses. Parce qu'ils auraient pas eu les mêmes priorités non plus. Non, ils auraient pas eu les mêmes priorités et puis se dire attends, est-ce que j'ai les couilles là qui me reste que ça sur mon compte et de me coller une 430 dans le garage. Tu vois, une 430, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je l'ai fait à l'époque parce que j'étais passionné et parce que j'avais envie de kiffer, tu vois. Et j'ai toujours eu ça et parce que, en fait, je me suis toujours dit, tu peux le faire, fais-le. Si demain, tu peux plus le faire, j'ai un truc demain, on sait pas ce que demain est fait, tu vois. Si demain, je crève, putain, je l'aurais eu ma 430. Et la suite? Alors la suite, je vais te dire déjà que je savoure l'Aventador. Je m'étais toujours dit, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé un vieux post Instagram, faudrait que je te fasse un screen et je te l'enverrai si tu veux, Ah, carrément. où je mettais si à 30 ans t'as pas une Aventad, t'as raté ta vie, tu vois. Mais petite phrase de branleur Et tu l'as fait? débile. Et tu vois, dans ma tête, je m'étais toujours dit, putain, à 30 piges tu sors une Aventad, à 30 piges tu la sors ton Aventad, mais tu sais, c'est un rêve. Tu le dis sans trop y croire. Max, est-ce que tu peux nous raconter un peu la livraison de ton Aventador? Un grand moment, la livraison de la Ventad. Pour te dire, c'est un petit peu un moment que tu vis et tu te demandes, tu sais, tu te tapes un peu le bras 2-3 fois dans la journée pour savoir si t'es là ou t'es décédé, t'es au paradis, il se passe quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la livraison de la Ventador, c'était plus que spectaculaire parce que, bah, déjà, aujourd'hui, je réalise toujours pas et à l'instant T, autant te dire que j'étais sur un nuage. Et alors la voiture, hein, effectivement, on a beaucoup cherché parce que je voulais absolument du Verde Hydra. Et pour la petite anecdote, en Aventador S, il y en a 10 au monde. 10? Il y en a 10 au monde en Verde Hydra d'origine. Donc autant te dire que faut en trouver une en Europe. Combien en Europe? On n'a pas les chiffres exacts, mais tu vois, si tu regardes un petit peu l'approche, je pense que s'il y en a 4, on est au bout du monde, tu vois. Le reste est parti un peu, à mon avis, t'en as un peu sur le marché américain, et puis le reste Mirab. dispatché. Ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, ça a été difficile d'en trouver une. Dès qu'on l'a trouvée, autant te dire que j'étais comme un ouf. La configuration, elle était parfaite. Elle avait les jantes Dianthus de la SV. Elle avait tout, tu vois. Elle avait le pack carbone intégral. Pour moi, c'était obligatoire, tu vois. Je voulais pas prendre une Aventador. Ça va être con ce que je te dis, mais une Aventador entre guillemets au rabais. Tu vois, une Aventador sans option, je trouve ça fanant, tu vois. Et sur une caisse, je trouve que ce qui fait vraiment le charme d'une voiture, c'est ses options. Tu mets deux voitures similaires côte à côte. Si elles n'ont pas les mêmes options, ça n'a rien à voir. Et la particularité de cette Aventador S, c'est vraiment sa config, la couleur extérieure, l'intérieur, toutes les options qu'elle a. C'est un exemplaire qui vient d'où à la base? Elle vient de Köln. Ok. Ouais, c'était la voiture du directeur de Lambo Köln. Ok. Voilà, que lui a configuré et ce qui explique les options de la voiture. Voilà, j'ai près de 90 000 euros de carbone dessus. Il y a plein d'options. Il y a plein de petits détails et c'est là que tu vois que le mec, bah ouais, c'est le directeur de chez Lambo, il connaît les options. C'est une ad personam, donc elle a été configurée aux petits oignons. Il y a des options qui sont pas sur le catalogue, qui ont été C'est l'équivalent demandées, de etc. MSO chez McLaren. Exactement, etc. c'est la même chose. Et du coup, bah, ça se ressent. Il y a plein de petits détails, des endroits où il y a de l'Alcantara, où habituellement il y en a pas. La couleur des amortisseurs arrière rouge, qui rappelle le centre de roue, qui rappelle les coutures intérieures. T'as plein de détails. La baie carbone moteur complète, mais vraiment complète. Plein de détails qui montrent effectivement que le mec qui l'a configuré, bon déjà, moi je trouve qu'il avait énormément de goût. Je te confirme. Et
Et il l'a fait tellement bien, tellement bien. On ira faire un petit tour vite fait avant qu'on parte. Tu me montres un peu le tour de la voiture. Ouais, carrément. En vlog comme ça, on pourra Carrément. mettre des images sur ce que tu es en train de décrire. Carrément. Et donc, évidemment, quand on l'a trouvé, même si c'est jamais pareil en photo qu'en vrai, cette couleur, je savais, entre guillemets, ce qu'elle allait rendre. Même si c'est difficile d'en voir, donc en fait je regardais toujours les mêmes voitures, tu sais, sur Instagram, je tapais Verde Hydré, Aventad, machin, et tu tombes tout le temps sur les mêmes caisses, les plaques d'IMAT c'est les mêmes qui tournent, et du coup je regardais, machin, mais j'étais comme un fou. Et quand je l'ai vu, on était à la concession, mes potes étaient là aussi, ils débâchent, Charles était là, d'ailleurs je tiens à le remercier Charles, hein, c'est le directeur de la concession Maserati-Rennes du groupe CLG Motors, qui est vraiment un mec aux petits oignons. Et dans l'automobile, c'est difficile, tu sais, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un monde de requins, l'automobile. Tout à l'heure, c'était cette nuit. Ouais, c'est un monde de requins, vraiment, l'automobile. Et j'ai été déçu. Je vais pas te mentir, quand t'achètes des voitures, j'en ai presque 40 maintenant à mon actif, des caisses achetées. Et j'ai été déçu avec des personnes que je pensais bien, qui ne l'étaient pas forcément, avec des petites anecdotes sur des voitures où on m'avait pas tout dit. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est-à-dire que t'as eu autant, tu penses, de bonnes surprises que de mauvaises? Ouais, en vrai, hein, réellement, et je le partage parce que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens qui achètent une voiture, c'est faites attention. C'est-à-dire que même si tu achètes une caisse à 15 000, à 20 000, à 100 000, à 150 000, parfois tu peux penser naïvement comme moi, quand tu achètes des caisses à plus de 100 000 euros, il t'arrivera jamais rien et tout sera carré, mais c'est faux. Malheureusement, c'est triste et c'est la vérité, c'est faux. Et c'est pour ça que quand tu achètes une voiture, franchement, faut vraiment contrôler tout, quoi. Le châssis, allez-y les gars, hein, envoyez-le à 2-3 concessions. Au cas où que le garage soit en mèche avec une des concessions et que la concession te dise pas ce qu'il y a vraiment. Envoie le numéro de châssis à droite à gauche, fais des recherches, demande tous les carnets. Pas que le carnet, parce qu'au cas où, hein, que le vendeur, il ait des tampons. Parce qu'il y a des vendeurs qui ont des tampons. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il t'a être parano, en fait. Ah, mais faut être parano quand t'achètes une caisse. Donc tu demandes les carnets, tu demandes les tampons, mais tu demandes toutes les factures. Il manque une facture. J'ai envie de dire, fais ta recherche, demande au concessionnaire, demande des recherches internes pour avoir la facture, pour avoir une trace de ce qui a été fait à ce kilométrage-là. Ce putain de tampon, est-ce qu'il correspond à quelque chose? Si t'as rien, passe ton chemin. Parce qu'il y a une douille. Et il y a souvent des douilles, malheureusement. Et je tiens à remercier Charles parce qu'il est transparent et j'ai jamais vu, dans toutes les voitures que j'ai achetées, j'ai jamais vu un mec aussi transparent. C'est-à-dire que quand il échange avec des prestataires annexes, etc., il me met tout le temps en copie, donc je lis les mails aussi. Quand il demande les historiques, il me renvoie tout systématiquement. Et pour te dire, là, on est en train de chercher d'autres voitures actuellement. Et il applique la même méthodologie. Et les chiffres, ils sont là. Il me dit, écoute, celui-là, on peut l'avoir. Et j'ai les mails, j'ai tout, tu vois, c'est carré. T'as pas besoin de courir après l'information, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il va chercher l'information. Il va tout me montrer de A à Z. On a eu des infos, tu vois, là, sur une des voitures qu'on avait trouvées qui était canon. Le vendeur m'avait dit, elle a eu un petit choc léger avant. Ils ont changé le pare-choc, machin. Je dis à Charles, vas-y, renseigne-toi quand même, essaye de prendre des infos, s'il te plaît. Moi, j'ai essayé de creuser auprès de 2-3. J'ai essayé d'avoir les infos, j'ai pas eu tout ce que je voulais et je sentais, putain, à force, tu la sens, la douille. Et Charles, il me dit, il m'envoie un SMS, il me fait laisse tomber. Je dis, vas-y, raconte. Il me dit, c'est pas un pare-choc avant, hein. Elle a été immobilisée 6 mois, la caisse. Ah oui, donc elle était gros accident, quoi. Bah ouais. Et tu vois, le mec, elle est écrit sur mobile.de, accident free. Hein, je te fais pas la traduction, t'as compris. Le mec, je lui demande, mais pourquoi vous la mentionnez accident free? Là, la caisse, elle a tapé, elle a été immobilisée 6 mois. Et le vendeur ose te dire, non, mais c'est mon commercial, je sais pas ce qu'il a fait, il avait peut-être pas les bonnes informations. Tu regardes l'annonce, je l'ai encore regardé hier, l'annonce. Elle a pas changé. Elle est encore accident free, ça fait 15 jours. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Et aujourd'hui, je suis content. Je reviens à Rennes, je reviens sur mes terres natales et je tombe sur Charles. On s'était échangé des petits messages à l'époque sur Instagram parce qu'il me suivait sur les réseaux. On avait déjà échangé, tu vois, des petits mots, mais rien de plus. Et aujourd'hui, je sais qu'il est là et que j'ai un peu mon bras droit de l'automobile pour mes achats et je suis vraiment, vraiment content de l'avoir trouvé. Donc, c'était la petite parenthèse pour Charles et pour la concession de Rennes. Donc, évidemment, il débâche la voiture. Et là, je suis comme un ouf parce qu'en fait, j'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu une Aventador S Verde Hydra. Tu l'avais vu juste en photo avant. Bah ouais. Et là, tu la vois en vrai, tu te rends compte des proportions de la voiture qui sont quand même très particulières. C'est très large, c'est très bas, c'est très long. Tu vois tout ce carbone, tu vois cette couleur, cette qualité de peinture. Faut vraiment l'avoir en face de soi pour se rendre compte vraiment de la qualité de la peinture sur cette voiture qui est impressionnante. Je m'en suis rendu compte, tu sais, j'ai fait des petites stories et bon, ça vaut ce que ça vaut, mais t'as ton œil qui est sur la couleur, t'as ton œil sur l'écran, mais il y a un écart monstrueux. C'est ouf. Ça rend pas. Ça rend pas. Ça rend pas du tout. Faut la voir en vrai et selon la luminosité, en plus, elle change.
Et du coup, bah folie, émotion. Pour te dire, je vais pas me cacher, j'ai failli pleurer plusieurs fois. J'ai failli pleurer plusieurs fois parce que c'est un rêve de gosse et que même là, je réalise pas quand je la prends. Et là où c'est fou, c'est le premier démarrage. Tu vois, tu la démarres et tu sais, on te l'a pas prêté la caisse. C'est pas une loc, c'est pas un putain de leasing. Tu vois, parce que ça me casse les couilles quand les mecs disent non, Maxime Langlais, mais baisez-vous, c'est pas un leasing, j'ai pas de crédit sur ma caisse, elle est payée comptant, allez à la concession, demandez les relevés, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ce qui compte, c'est que tu le saches toi. Je sais, mais tu vois, c'est agaçant que les gens n'ont pas envie de croire que tu peux y arriver. Et ça, c'est chiant. Ce truc de dire, oh non, mais c'est un leasing, comme si tu vois, tu sais, les gens se rassurent. Je pense qu'il y a surtout un problème, tu vois, c'est plus que les gens vont voir le but atteint final. Ils vont pas comprendre qu'il y a un chemin derrière. Ils vont pas comprendre le chemin. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas le comprendre. Et tu vois, quand je vois Joël Rivière tous les ans en Vigan, l'année dernière, il y a 2 ans, il était en Sénat Chiron, j'ai discuté un petit peu avec lui. Je connais son parcours. Mais tu sais, je suis pas là en train de me dire, ah non, mais lui, ça doit être ci, lui, ça doit être ça. Non. Le mec, il a réussi. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et chapeau, tu vois ce que je veux dire? Et quand des mecs me disent non mais Maxime c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ci. Mais non, il y a pas de ci ou ça. Toi aussi tu peux le faire. Et je dis souvent parce qu'on me demande souvent ouais mais c'est quoi selon toi la recette pour aujourd'hui avoir réussi à avoir fait ça à 30 ans? Mais pour moi il y a pas de recette miracle. C'est-à-dire qu'un gâteau au chocolat, je prends souvent cet exemple-là, t'as plein de super pâtissiers en France qui font des très bons gâteaux au chocolat. Et pourtant ils ont tous une recette différente. Et bah dans la vie c'est pareil. Une Aventador, tout le monde peut l'avoir. Chacun à sa manière, mais tout le monde peut l'avoir. Et c'est pas moi, je pars de rien, j'ai réussi. Il y en a d'autres qui ont réussi et il y en a d'autres qui réussiront. Et faut pas se trouver des putains d'excuses en disant c'est si c'est ça. Je suis obligé de mettre ma carte grise sur Instagram, tu vois. Je leur ai mis ma CG pour qu'ils voient Maxime est propriétaire de la voiture. C'est pas une boîte de leasing. Moment, je m'étais dit merde. C'est pas une boîte de leasing, c'est pas un crédit, y a rien. Elle est à moi la caisse, tu vois. Et t'es obligé de faire ça. Et j'essaye de réveiller les gens. Pour leur dire, mais non, arrêtez, tu vois, arrêtez de vous voiler là, arrêtez d'essayer de vous dire c'est pas possible, c'est possible. Et c'est vraiment le message que je veux dégager. Et aujourd'hui, réaliser ça et sortir de la concession, on sort de la Ventade, on prend des petites routes que je connais par cœur. On est parti du côté de chez mon père, de mes beaux-parents. Des voitures, des routes que j'ai roulées toute ma jeunesse. Et là, j'y suis en Aventador S. Bah, tu vois, c'est... Des routes où l'Aventador était presque trop large par rapport à la route, quoi. Complètement. Des routes où elle n'a rien à faire là, tu vois. Et en même temps, c'est si jouissif d'être dessus avec, tu vois. Et ouais, c'est un moment, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et vraiment, l'idée, c'est focussez-vous et même les rêves les plus fous sont réalisables, vraiment. Je mettrai le lien de la vidéo que tu as fait avec Julien Gauger. Incroyable. Et d'ailleurs, on peut parler de Julien et je tiens vraiment à le remercier parce qu'il a fait un travail spectaculaire. Alors lui, mais toute la team qui était présente ce jour-là, c'est des mecs qui sont passionnés comme toi et moi et qui prennent aussi des risques. Et je leur ai dit, parfois, ils me faisaient un petit peu peur, tu sais, derrière les coffres, etc. Mais la vidéo, bon, bah, elle est ce qu'elle est, mais moi, je la trouve vraiment canon. Elle est charmée, ouais. Elle est charmée, ouais. Et puis, j'avais envie d'immortaliser ce moment-là. Parce que, et d'ailleurs, je regrette, j'aurais peut-être dû le faire pour d'autres voitures. J'ai pas eu l'idée à l'instant T, ça s'est fait différemment. Mais là, l'Aventador S, tu vois, c'était, putain, attends, là, on va livrer une Aventador S, Max, faut que t'aies un souvenir à vie. Faut que TY, tu puisses lui montrer ça, tu vois. Faut que TY, ta fille. Oui, ma fille. Faut que TY, tu sais, quand elle aura 15 ans, je montrerai, regarde papa, et puis à l'époque, je sais pas ce qu'elle se dira dans sa tête. En espérant que dans 15 ans, il y aura encore ce genre de voiture pour qu'elle le vive aussi, tu vois. Ah ben, tu sais que j'espère, et puis, je pense que c'est normal, tout papa a envie de faire ça, mais j'espère vraiment que TY vibrera, sa mère ne vibre pas pour les voitures. Ça me gêne pas du tout d'ailleurs parce que c'est bien aussi d'avoir chacun ses petits jardins, mais j'espère que TY vibrera. Et puis je te cache pas que je vais essayer de l'inciter, je lui ai déjà acheté des petites voitures, elle a déjà une Aventador qui est prête à rouler, je voulais la mettre dedans la semaine dernière, mais tu sais, comme c'est pas un harnais complet, je l'ai pas tenté. Tu lui travailles de lobbying, quoi. Mais ouais, j'ai mon rêve, tu vois, c'est de l'emmener au Vigan et de partager ça avec ma fille. Ce serait et puis je vois plus loin, mais tu vois, j'aimerais bien la mettre dans une voiture, qu'on soit tous les deux, qu'on partage ce truc-là, tu vois. Et on verra si ça se fait. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, je la forcerai pas. Mais en tout cas, j'avais envie de lui montrer ça. Et puis aussi pour lui montrer, tu vois, quand elle a 15 ans, moi, le rêve de papa, c'était ça. Il a réussi. Si toi, TY, ton rêve, c'est, je sais pas, de traverser le monde, de faire de la peinture, de composer,
d'écrire un livre, de devenir la meilleure pâtissière bretonne, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais de lui dire que c'est possible. Et de pas se fixer de barrière. Quoi. Non, aucune, et puis qu'elle a qu'une vie, et qu'on se casse la gueule, et c'est pas grave. Moi, je me suis cassé la gueule plein de fois, je me suis remis en question plein de fois, il m'est arrivé des couilles plein de fois, j'ai pas dormi plein de fois, j'ai été dans le mal plein de fois, mais c'est la vie. Et c'est aussi ça la vie, parce que si c'était tout, tu vois, les moments qu'on est en train de vivre là, si on avait ça toute l'année, tout le temps, est-ce qu'on les savourerait autant? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand t'es petit, que t'as un paquet de bonbons. Si tes parents, ils te donnent des schtroumpfs tous les jours, tu les kiffes même plus, les schtroumpfs. Mais par contre, si de temps en temps, ton père, t'es à la boulangerie, tu le grattes comme tu fais tous les jours. Eh papa, les bonbons. Et qu'un jour, il craque et qu'il te dit, vas-y, tiens, je te donne 1 euro, tu prends 3 bons becs, bah, tu vas les savourer. Bah, la vie, c'est pareil. Faut savoir savourer les bons moments et vraiment bien les savourer. Et puis, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, tu vois. C'est comme là, je vais te dire, à 50 ans, j'aurai une bug. Là, je te le dis, j'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas trop. Mais c'est bête ce que je te dis, mais l'Aventador, c'était un peu ça. Et j'ai réussi à le faire. Et je réalise toujours pas qu'elle est à côté de nous, là. Et on en a toujours fait, notre petite cahute, là. et en Mais fait, elle est juste à côté. Ouais. elle est juste à côté. Et en fait, c'est encore plus fou ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais, et c'est triste ce que je vais te dire, c'est qu'à force de goûter aux caisses, tu te dis, putain, mais à un moment, je vais être blasé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment, je vais plus être surpris, je vais plus kiffer, je vais rentrer dans un truc où j'ai eu la chance d'essayer énormément de voitures. Putain, mais une Aventador S, je te jure que c'est un truc, mais tellement à part. C'est tellement dingue. Et tu vois, quand les mecs te disent, ouais, mais c'est show-off, c'est une bagnole de démonstration, c'est fait pour être devant les hôtels, etc. Les gars, j'ai envie de vous emmener avec moi, de vous emmener faire un tour. Et vous allez voir la violence de cette bagnole, la violence qu'elle a. Tu as juste à la démarrer, déjà, t'entends le V12, Atmo. Mais tu sais que c'est le même V12. Bon, l'histoire Lambo, tu la connais comme moi, si ce n'est plus. 350 GT, V12 avant sur les premières. Après, on passe à la Miura qui intègre ce fameux V12 à l'arrière. Et après la Miura, Countach. T'as compris? Diablo, Murcielago, Aventador. Mais c'est le même V12 qui va cesser. C'est ça qui est assez incroyable. C'est ouf. Et là, on l'a encore derrière le dos. Mais putain, mais la violence. Et ce qui est ouf, c'est que tu sois en première, en deuxième, t'es en troisième, t'es en quatrième, t'es en cinquième, t'es en sixième, t'es en septième. Tu mets pied dedans. Il y a du couple, ça marche. Et c'est... Je sais même pas comment te le décrire parce que les mots sont pas suffisants. Et c'est pour ça que quand on a parlé de ton podcast, t'es dit, vas-y, je veux t'emmener parce qu'en fait, ça sert à rien de parler. Faut aller dedans. Ouais, et c'est cool parce que ça va être ma première, ta première. Et moi, je l'ai conduit sur route ouverte. Ouais. C'est ouf. C'est vraiment violent. Et j'espère que tu vas prendre ton pied comme je le prends depuis que je l'ai. Je suis certain. Mais c'est violent parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on aime. Enfin, moi, ce que j'aime dans les voitures, c'est une ligne à tomber par terre. Ça fait voiture de rêve de gamin. T'as un moteur de fou. T'as une voiture qui gueule. Et t'as une voiture qui te procure des sensations et t'as un coup dans la nuque, quoi. Tu passes un rapport, t'es en 6e, tu viens de te prendre 6 coups. Tu vois, tu sais pourquoi t'es en 6e. Quand tu me dis les prochaines, déjà, je vais te dire un truc. J'aurai toujours une Aventador. Je touche du câble, hein. Il n'y a pas de bois. Mais si, on a du bois partout. On a du bois partout. Ouais. On touche du bois, mais j'espère pouvoir rouler toujours en Aventador. Parce que c'est dingue. Donc si, malheureusement, je pense qu'on termine un cycle hein, avec les futurs Aventador seront hybrides, voire totalement électriques, hein, d'après les derniers propos qu'on a eus. Ouais, si demain je change mon Aventador, c'est pour une autre Aventador. C'est-à-dire que les meilleures caisses, c'est les caisses où c'est chiant. Les caisses où tu peux pas mettre de bagages. Les caisses où pour te garer, c'est compliqué. Les caisses où ça frotte. Les caisses où c'est pas pratique. Les caisses où faut faire attention à l'embrayage. Toutes ces voitures, en fait, qui sont pleines de compromis, bah, elles sont pleines de vie. Et c'est ces voitures que je préfère. Et de tout ce que j'ai essayé les Panamera, comme tu dis, les Panamera. J'ai eu aussi des Maserati Gran Turismo classiques, les Continental. J'ai eu vraiment tout. Et en fait, il y a vraiment ce que j'appelle aujourd'hui des caisses idéal pour la famille. Je prends mon Levante, c'est génial pour la famille. Et il y a ce que j'appelle des caisses géniales, exceptionnelles pour nous les passionnés de bagnole. Et pour moi, ces caisses-là, ça va être une Aventador. Mais c'est débile, ça sert à rien. Ça sert à rien une Aventador. Tu peux aller nulle part avec. C'est juste fait pour sortir de chez toi. Ça sert à rien. Une Lotus, ça sert à rien. Une McLaren, ça sert à rien. Mais toutes ces caisses qui servent à rien, c'est les meilleures. Crois-moi, c'est les meilleurs. C'est celles qui distillent le plus de sensations. C'est celles qui te font... Je vais parler vulgairement, mais c'est ça qui fait bander, tu vois.
C'est ça qui fait bander. Une caisse qui est pratique, tu mets le truc du gamin, ouais, c'est cool, mais ça fait pas bander, ça. Tu vois? Je tease encore, Ah, mais il y aura peut-être une deuxième caisse, pas débile. Je pense qu'on va... je veux pas trop teaser, mais... donc plutôt en remplacement du Levante. ouais, Ok, une caisse famille trop cool. ok. Ouais, mais toujours chez Maserati. Ah oui, donc tu donnes des bons Je indices kiffe là. trop. Ok, Ouais, toujours chez Maserati en mode famille. ok. Donc il y aura, je pense, on verra une nouvelle familiale Maserati. J'espère, je peux le dire, hein, là on sait pas si quand il arrive et tout, mais j'aimerais bien le Grécal parce qu'en fait c'est la voiture, en gros c'est la voiture de Biche. Le Grécal ce sera entre guillemets le concurrent du Macan, donc ce sera un Levante un peu compactisé, donc idéal pour Biche, tu vois, avec la gamine machin, c'est pratique, un truc compact et puis moi mes trucs débiles à côté, tu vois. T'avais commandé aussi un Cybertruck? C'est commandé ça c'est bien débile. Écoute les livraisons si tout se passe bien c'est fin 2022. Tesla. Hein, Donc on a le temps. Ouais, Tesla Cybertruck. Ça c'est ouf aussi. Donc J'ai autant hâte de voir ce que ça donne. je suis pas électrique, Ouais, mais c'est un pas mon délire, délire, ça, mais autant pour moi en électrique, après je changerai peut-être d'avis, tu vois. Mais je dis tout le temps, j'achèterai jamais d'électrique sauf une Tesla parce que j'adore Tesla. Autant toutes les voitures qu'ils ont fait jusqu'à présent, j'adorais les intérieurs, notamment les blancs, mais l'extérieur, j'ai jamais accroché, quel que soit le modèle. À part le X que j'ai trouvé sympa avec les portes papillons à l'arrière, bien qu'ils auraient dû les faire à l'avant aussi, mais bon, c'est une histoire de goût. Mais le Cybertruck, dès qu'il est sorti le projet, j'ai dit ouais, c'est débile. Et d'ailleurs, on s'est fait un pari avec Adou, il en a commandé un aussi. Donc on s'est fait le truc à deux et on a commandé le Cybertruck et écoute le truc de ouf c'est que j'ai pris, Adou l'a pas pris, mais moi j'ai pris l'option conduite autonome parce que je connais le Musk, alors je le connais pas personnellement mais je connais l'artiste et je me dis qu'il y a moyen que le Cybertruck il soit 100% autonome d'ici 2023. Bah si la législation française a Ouais, suivi. mais mec dans 2 ans t'as vu comme ça va vite? Ouais, c'est clair. T'as vu tout va vite aujourd'hui. C'est clair. Je pense qu'en 2023, la conduite 100% autonome, on sera pas loin de la réalité. Et je trouve ça débile d'avoir un Cybertruck. Tu vois, vas-y, tu vas aller où? Titi qui me demande, papa, tu vas aller où? Vas-y, on va à la plage, clac, on le tape, on se met dedans. Enfin, tu vois, je trouve ça, le concept est dingue. Mais c'est une autre manière de se déplacer. Ça veut Ouais. pas dire que ça remplacera Non, le plaisir de conduite. mais non, mais c'est ce que je dis. Faut bien dissocier. Je pense que chaque voiture a un usage différent. Et faut pas crier à Tesla. Mais non, mais mec, et si tu veux aller faire du circuit, évidemment que tu vas pas te claquer une Tesla. Par contre, si t'as un petit truc cool pour circuit, si t'as les moyens d'avoir une Tesla à côté, enfin, je pense que Ouais, carrément. faut prendre les choses comme ça. Faut pas se braquer. Non, ça dépend de l'utilisation. Il y a des produits, évidemment, une Tesla sur circuit. Non. Tu vois, mais une Aventador pour faire 1000 bornes en famille, non, pareil, hein. Tu me diras, la Ventador sur circuit, ça va te coûter aussi un bras derrière. Ah, mais tu sais que ça va être une vraie blague. Hein. tu sais que j'ai prévenu Lamborghini, ils ont des plaquettes et des pneus, hein. Parce que c'est quand même une voiture qui, même si elle a une puissance incroyable, est assez lourde, donc t'as des contraintes de ouf. Et Et au sur circuit, va final, manger, assez lourde, mais pas tant que ça, hein, 1575 kilos. Hein. C'est vrai que c'est pas si ouf que ça. C'est pas ouf, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est des voitures qu'on voit peu évoluer sur circuit parce que le coût d'utilisation... Ouais, il est monstrueux. Ah mec, je te fais pas de dessin, mais bon... Bah t'as là, compris. là, tu te fais un bon tuning. Là. Ouais, alors je me fais un bon tuning, mais en même temps, je vais te dire un truc. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pars du principe que on sait pas si demain existera. Et je trouve quand même couillon. Et je respecte, mais parfois je vois des mecs, tu vois, même au Vigeant, on en entend tous les ans. Des mecs qui ont des 4,58 spéciales, qui ont des 4,88, qui ont des trucs de fist-up. Et les mecs, ils roulent pas sur la piste. Oh, moi je fais pas de circuit. Et ils briquent leur caisse toute la journée. Tu sais, ils les lavent et tout. J'ai rien contre eux. Tu sais, je fais pas de circuit et tout. Putain, mec. Mais si demain il t'arrive malheur, t'avais une 4,58 spéciale, t'as une piste devant toi. Mais putain, mais offre-toi ce kiff, bordel. Alors oui, elle va décoter, oui, tu vas peut-être aller, tu vas prendre 2 pierres, oui. Enfin, mais la vie, tu vois, enfin, chacun a une conception différente de la vie. Mais moi, je pars du principe, la Ventador, je suis pas venu en camion l'amener ici, hein, je suis venu par la route. Hein. Là, je vais déjà coller 3000 bornes depuis que je l'ai, j'en ai rien à carrer. Et je pense pas au kilométrage. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est... Je trouve trop con. Je vais te dire la vérité. Tu vas tout savoir. Je devais acheter une GT3 RS. Ouais. En fait, à la base, je devais venir au Vigeant avec la Aventador et la GT3 RS. Et j'ai passé une nuit, quand on a ramené la Ventad avec Adou, on a dormi à la maison. Bon, évidemment, j'ai dormi, enfin, c'est un grand mot. Hein. Quand tu ramènes une Aventador RS, mon gars, tu dors bizarrement, je te le dis. Hein. Et j'ai dormi et le lendemain... Et en fait, la nuit m'a dit, mais t'es un cogole, toi. Qu'est-ce que tu vas aller au Vigeant avec une Aventador S plus une GT3 RS, tu vas prendre une caisse qui va te procurer moins de sensations, entre guillemets, qui va être moins puissante, moins ouf, moins... Tout ça pour te dire,
Bah non, mais je l'abîme pas, les plaques. Ben non, arrête. Et je me suis dit, arrête, c'est nul. Et du coup, t'as compris pourquoi la Ventad, elle est là, pourquoi Lambeau est prévenu. Je te la fais claire. Hein. Là, on roule jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, elle est à Bordeaux sous le pont. Je fais la révision complète. Et je prends une extension de garantie de 2 ans. Ah, il m'a dit, c'est 10 014 taxes. Je dis, vas-y, on y va. Non, mais tu vois, je me suis dit, il faut en profiter. Parce que bah, en fait, c'est trop con d'avoir ça et de pas en profiter. Et on en revient là tout au début de ton podcast. Quand t'es jeune, tu te poses pas ces questions-là. Tu te les poses pas. Tu te les poses pas quand, je sais pas, t'as eu ton premier vélo, t'as eu ton premier Between. Est-ce que tu te disais, ah non, je vais pas rouler là, je risque de l'abîmer, je vais pas... Mais tu t'en battais les couilles, t'étais en roue avant à la sortie de Décathlon. Et tu vois, c'est ça en fait. Et quand tu deviens daron, en fait, tu te poses des questions de merde. Des questions de merde. Ouais, non, mais je vais l'abîmer, je vais... Oh, Et tu sais, je me tape moi-même en disant ferme ta gueule, Max, là, arrête tes conneries de vieux, là. Allez, roule avec, fais-toi plaisir. Donc, on va rouler avec et on va se faire plaisir. Et justement, pour aller rouler avec et profiter demain, on va pas tarder à aller dormir. Mais juste avant, je vais qu'on parle un petit peu de Simple et de l'origine de la marque parce qu'il y a quand même une belle anecdote, d'ailleurs, que tu as dévoilée sur les réseaux il y a pas longtemps. Ouais, alors ça s'est fait par hasard, j'en avais jamais parlé. Et en fait, quand on a fait la caisse, tu vois, je me suis dit, putain, mais ça commence à être lourd, Simple. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu vois, mais pour moi, c'est assez dingue. Alors, t'as des mecs, ouais, j'aime pas le rap, machin, truc. T'en as, c'est Johnny Hallyday. Moi, c'est Booba. Tu vois, et j'ai pas honte, je suis fan. Je suis allé au concert à l'UR Arena. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, 2-3 fois. J'ai la chance et j'en suis fier de parler avec B2O sur les réseaux et d'échanger avec lui, et je trouve ça ouf parce que c'est un mec qui, entre guillemets, à travers ses chansons, tous les jours je taffe dur, tous les jours je galère, je n'ai pas de chance, c'est ma vie. C'est-à-dire que on a chacun des parcours différents, il a un parcours différent du mien, mais la base et l'histoire c'est la même, c'est qu'on n'a pas forcément de chance. On s'est juste donné les moyens, on a eu envie d'y croire, et moi, à travers ces chansons, je me suis dit, je peux y croire, je peux y arriver, et je peux te garantir que quand tu sors du rendez-vous, que t'as passé une journée de merde, ou alors que t'as fait une bonne vente, tu te claques un bon B2O sur la gueule, tu te mets un bon temps mort, et je peux te garantir que t'as une banane, et même avant d'aller en rendez-vous, tu te claques un bon Kalash. Ah tu vas en clientèle, mon gars, je peux te dire que tu sors avec un bon de commande. Mais tu vois, c'est ce truc... J'ai toujours aimé Booba, je l'écoute depuis tout petit. Je pense que évidemment, on était avec Adou, on était en ZUP, hein, voilà, faut se dire les choses. Hein. Donc en ZUP, on n'écoute pas du rock, en ZUP on écoute du rap, et en ZUP on écoute Booba. Et du coup, on écoutait Booba, et j'ai jamais arrêté de l'écouter. Et aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est une consécration, hein, je suis pas en train de te... Voilà, mais je suis quand même très fier de voir que Booba porte ma marque. Tu vois, c'est quand même ouf que Booba dans ses stories soit avec ma marque. Et qu'ils prennent plaisir à reposter, tu vois. Je te prends un truc, aujourd'hui j'étais... Alors c'est con, ouais, mais c'est con, tu peux dire super, j'en sais rien ce qu'on peut se dire. Aujourd'hui j'étais 2 fois encore dans la story de Booba, je suis content parce que je trouve ça ouf qu'aujourd'hui le mec que j'écoute depuis tout petit, je puisse avoir des interactions avec lui qui comprennent mon délire, parce qu'il a compris le délire de Simple, il comprend qui je suis, et tu vois, il voit que j'ai les cheveux longs, il voit qu'on n'a pas la même dégaine, il voit que j'ai pas la même gueule que lui. Il voit qu'on a des parcours différents, que j'ai pas réussi dans le même milieu que lui, mais je pense qu'il a capté le délire. Il a capté que le petit gamin, il avait la dalle, et que lui aussi avait la dalle, et qu'au final on a la dalle, et qu'on y arrive, et qu'on est dans la même vibe. Tu vois, et on est là, et qu'on est des pirates. Tu vois, on a le drapeau, il est là, on est des pirates, on veut la liberté, et beaucoup de personnes, et il le dit très bien, tu vois. L'argent aujourd'hui, moi je m'en bats les couilles de l'oseille, mais l'argent, ça t'apporte quoi ? Moi, ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte la liberté. C'est-à-dire qu'avec l'argent, t'es libre. Le choix d'avoir plus de choix, comme dirait Damso. Mais c'est ça. Et l'argent, c'est pas l'argent. Moi, je recherche pas l'argent, je recherche la liberté. Et j'ai jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. J'ai jamais fait autant ce que je veux qu'aujourd'hui. Et c'est con, mais pouvoir inviter ses potes au Vigan, pouvoir payer un hôtel, pouvoir payer... Enfin, tous ces trucs-là, payer... Mais c'est des trucs débiles. Mais pouvoir faire profiter les gens que t'aimes et être libre, pour moi, le boulot... Et l'oseille, ça sert à ça. Et rien que pour ça, pour moi, l'argent égale liberté. Et voilà.
Mais là, tu m'as fait une réponse de politique. C'était quoi ta question? C'était l'anecdote de base de la l'anecdote création de base Simple. Et bah tu vois, on y revient parce que si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que pour moi, chaque chose qui t'arrive dans ta vie, en bien ou en mal, c'est une épreuve qui est faite pour toi. Je suis pas croyant. Je suis pas croyant. Je crois en pas grand-chose. Je crois en moi. C'est déjà pas mal. Et je crois au destin. Parce que le destin m'a toujours souri et tout ce qui s'est passé dans ma vie, en bien ou en mal, encore une fois, ça a toujours été bénéfique. Alors, il se trouve que... Bon, t'es pas sans savoir que j'ai fait Pékin Express. Oui. Voilà. D'ailleurs, Stéphane, je le salue, puisque je sais qu'il écoute ce Salut podcast. à Stéphane, grand passionné Je dois d'automobile. enregistrer un épisode avec lui. C'est Et pas encore fait, mais c'est on va vrai le faire. Et bah écoute, je te souhaite un bel épisode avec Stéphane, parce qu'effectivement, c'est un passionné et un fin passionné. Je pense que Stéphane a beaucoup à nous apprendre. D'ailleurs, c'est cool, c'est super. Je te confirme qu'il a une connaissance, mais encyclopédique. C'est un malade. Un truc de fou. C'est vraiment quelqu'un qui aime l'automobile et qui aime pas, qui aime, tu vois. Donc Il Stéphane aime Antonberg, l'automobile. je sais pas si on l'a Ouais. dit. Bah, Stéphane, Pékin Stéphane. On sait jamais. Donc j'ai eu la chance de participer, merci encore à Stéphane et à toutes leurs équipes de nous avoir sélectionnés à l'époque, d'avoir fait Pékin Express 2 fois. Et il se trouve qu'avant la deuxième fois de Pékin Express, on a été approché par une émission de télé-réalité, et j'ai pas honte de le dire parce que tu sais, la télé-réalité, genre, il a fait télé-réalité, c'est un golemon, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, les gens de télé-réalité, on dit quoi? Parce que tu sais, tout le monde, et ça, tu vois, là, je veux vraiment, c'est un peu, je dis pas que c'est mon monde, hein, tu vois, mais je vais un peu en placer une, tu vois, comme on disait à l'ancienne, je vais en placer une, pour tous les gens qui ont fait de la télé, etc., télé-réalité, etc., j'invite tous les gens qui disent « il fait de la télé, il prend de l'argent facile. » Bah écoute mon Jojo, viens sur un plateau de télé, filmer du matin au soir, H24, le soir faire des ITV, d'accord, des interviews, de 23h à 3h du mat, pour raconter tout ce qui s'est passé dans ta journée, d'accord, va le faire. Va faire ça tous les jours, d'accord, va faire une télé, va être à l'aise à la cam, et derrière, va faire des stories Instagram tous les jours, face cam, filmer ta vie H24 dans les moindres détails. Aller dans la rue, tout le monde te reconnaît, va montrer ta vie privée, va faire ci, va faire ça, parce que tout le monde pense que c'est facile, mais va le faire. Va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas si simple que ça. Puis c'est un choix de vie, parce qu'à partir du moment où tu le fais, tu t'exposes. Et Tu t'exposes. Et les gens disent, ouais, il est influence, c'est facile. Mais mec, prends ton téléphone, va faire une story. Va faire du contenu, va divertir les gens, va partager ta vie, enfin, c'est pas... Tu vois, c'est pas anodin de partager sa vie privée, tu vois. Et la télé-réalité, qu'on le veuille ou non, les mecs, t'en as, et j'ai pu en côtoyer par rapport à la télé. J'ai côtoyé des personnes qui ont fait, Yann, 20 télés. Mais les mecs, c'est 20 télés. C'est-à-dire 3-4 tournages par an à être filmé H24. Psychologiquement, t'as intérêt d'être solide, hein. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'histoire a prouvé qu'il y en a qui ont vrillé. Mais c'est normal. Mais mec, et c'est dur. Et alors, moi, on nous a proposé la bataille des couples. Avec Biche, on nous l'a proposé plusieurs fois. Et au début, on voulait pas parce que même nous, tu vois, comme des cons, j'ai envie de dire, on était un peu en mode ah bah non, c'est une télé-réalité. La bataille des couples, machin truc, tu vois. Et la bataille des couples, en fait, on savait pas ce que c'était. On a voulu comprendre. Et en fait, on a compris que c'était à la grosse un Koh-Lanta en couple. Je te la fais court, un Koh-Lanta en couple. Et j'ai appelé Adou, on s'est appelé plein de fois par rapport à ça, on a appelé plein de monde, etc. Et enfin, nos proches, hein, je te dis plein de monde, j'ai pas appelé, tu vois. Et avec Biche, on s'est dit, mais en fait, on n'a qu'une vie, en fait. On n'a qu'une vie. Pourquoi on ferait pas cette expérience ? Si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Et en fait, notre seul truc, c'était de nous dire, ouais, mais après, on va être catalogué en mode gens de la télé-réalité, machin. Et en fait, là, on s'est dit, vas-y, mais arrête d'être comme tous ces cons, là, à penser ça, arrête ça, feu. On se lance, on y va, la bataille des couples, yallah. Et tu sais pas que on s'est régalé, c'était lunaire. Alors on est arrivé avec des gens mais complètement barjots, mon gars. On était avec Dylan, je te fais pas un dessin, qui a fait plusieurs Koh-Lanta, mais on est tombé que avec des gens. Mais c'était lunaire pour nous. On est arrivé dans un truc qu'on connaissait pas. On était vraiment naïfs. Enfin, on est comme si toi demain je t'emmène sur la planète Mars parce que c'était un autre monde, etc. Et en fait, on a passé des moments mais
oufissime parce que c'était rigolade, parce que c'était déconnexion totale, parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est des gens, c'est des personnes qui en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à branler de ce que tu peux penser d'eux. Ils en ont rien à foutre. Et en fait, ils ont raison au final. C'est qu'ils pensent pas de qui va penser quoi de qui de qu'est-ce. Ils en ont rien à foutre. Et nous, du coup, on a rencontré en plus Oliver et Wafa, qui sont 2 personnes extra. On a fait des belles rencontres. Aujourd'hui, tu vois, si tu me dis tu repars, je repars. Tu me dirais, il est baisé de la caisse. Mais non, parce qu'en vrai, mec, t'es 2 mois et demi dans une villa. Bon, alors t'es filmé du matin au soir, faut accepter ça. T'as des ITV, en plus t'avais les épreuves et tout, donc c'était fatigant. Mais c'était une expérience hors du commun. Et en fait, je trouve ça cool en fait dans une vie de vivre ça, parce que t'as pas l'occasion de le vivre facilement, tu vois. Et alors pour la petite anecdote, à cette époque-là. Tu veux citer la marque ou pas? Moi je m'en fiche. Hein. Non, on est même pas obligé de la citer parce que je pense pas que ça serve à grand chose de la citer. Je sais pas. Non. Je pense que ça sert à rien de la citer. C'est comme tu veux, de toute façon, je pense que tout le monde comprendra plus ou moins. Ouais, je portais une marque parisienne orientée auto, tu vois, mais je la portais sévèrement, j'avais beaucoup de pièces, et puis j'allais acheter les pièces, et j'étais au taquet sur le site, et j'achetais tout, j'offrais des trucs au petit frère d'Alizé, etc. Enfin, tous les accessoires, j'allais jusqu'à acheter les rubans de scotch de cette marque, du scotch à 50 balles, enfin des trucs débiles, tu vois. J'achetais tout parce que je kiffais vraiment la marque. Et donc, je portais évidemment ces fringues-là sur le tournage, puisque c'est l'époque où je portais toutes ces fringues-là. Et en fait, et là je suis tombé de 10 chaises, le boss de cette marque me téléphone. Donc il me téléphone, j'étais sur tournage. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à avoir une grosse visibilité. En fait, on commence à être un peu connu sur les réseaux, tu vois. Sur Insta, je commence à avoir un peu de followers. Biche, c'est pareil. Et dans le monde automobile, tu sais, c'est un peu petit. Et effectivement, Maxime, on commence à savoir qui c'est, tu vois. Et puis en plus, je me suis affiché plein de fois avec ses fringues, etc. Donc il sait très bien que je porte ses fringues. Et je l'ai rencontré, il m'a vu avec ses fringues, bref. Et là, du coup, il me dit, ouais, apparemment, t'es sur un tournage de télé-réalité, machin. Mais tu vois, pas cool. Et là, je dis, ouais, je suis sur un tournage. Ah non, mais moi, ma marque, en gros, il me fait comprendre que sa marque sur moi dans une télé-réalité à la télé, c'est mort. Et là, mais la manière dont il me l'a dit, mec, tu sais, j'étais tellement déçu parce que moi, c'est un mec, je le mettais, je vais pas te dire sur un piédestal, mais tu vois, pour moi, c'était un mec vraiment, voilà, pour moi, c'était un mec lourd. Je kiffais son mood, je kiffais son bail. On m'avait raconté 40 000 histoires sur sa gueule. Et je boycottais, je passais à côté parce que vas-y, ta gueule, vas-y, je kiffe ce qu'il fait, je kiffe son mood, vas-y, ta gueule, tu vois. Et là, quand il m'appelle, il me dit ça, en fait, tu prends une queue là. Tu dis, vas-y, en fait, tout le monde, ce qu'on m'avait dit, machin, et puis toi, t'étais focus, tu kifferais trop ce qu'il était, ce qu'il partageait, et puis du coup, t'as pas vu, tu vois. Et du coup, j'ai pris le seum, j'ai pris un gros gaffeur. Tu sais, c'est du gros gaffeur noir que t'as sur les tournages pour cacher initialement les marques. Mmh. Et là, en fait, comme c'était une marque pas connue, parce que c'était vraiment, entre guillemets, à Paris, quelques mecs connaissaient, mais on peut pas dire que c'était connu, tu vois. J'ai jamais vu un mec, j'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue avec cette marque, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'était pas gaffé. Du coup, là, j'ai tout gaffé. J'ai pris le gaffeur, mon gars, mais je t'ai mis du gaffeur d'ailleurs quand tu regardes les derniers épisodes, parce que le tournage était déjà bien avancé, tu vois. Là, l'artiste, il a un t-shirt, il y a des rubans de scotch noir partout. C'était le t-shirt gaffeur, quoi. Et du coup, j'ai tout gaffé, mais pas que tous les t-shirts, j'avais tout, j'avais les sweats, j'avais tout. J'ai tout gaffé, et là, en fait, j'avais tellement le seum, parce que j'avais une marque de fringues avec un rapport à l'automobile que je pouvais porter. Pour moi, c'était génial. Je pouvais m'habiller comme je voulais, avec un clin d'œil à l'automobile. Et puis le côté street un peu que de j'adore. Culture. Ouais. Donc en fait, c'était le mix parfait. Je pouvais m'habiller en automobile sans avoir, tu sais, un polo Ferrari que je trouvais pas forcément très... Enfin, c'était pas mes goûts, tu vois. Je me voyais mal porter ça, un polo Ferrari, une casquette Ferrari, qu'on peut trouver classiquement. Non, ça me plaisait pas. En revanche, ce que lui proposait, j'adorais. Et du coup, je pouvais plus le porter parce qu'en fait, ça me dégoûtait. Le mec, ce qu'il m'avait fait, ça me dégoûtait. C'est en gros, vas-y, je veux pas que ce type de personne-là porte cette marque. Je veux pas que tu représentes... Enfin, tu vois, ça m'a kécho. Du coup, je suis rentré à Paris, mais en fait, j'étais cintré parce que j'avais plus rien à me mettre. J'avais que sa marque, mec, dans ma penderie. J'avais que sa marque. J'avais que ça. Du coup, j'ai créé ma marque. Et c'est là que Simple est né. Donc, en fait, ça s'est fait avec mon pote Joe. Qui est juste là aussi. Il est en train de dormir peut-être quand même. Il est peut-être en train de dormir maintenant. Et donc lui, il dessine à balle. Il dessine. Et là, je me dis, putain, mais attends, mec, tu dessines. On aime les sapes.
moi, je veux une marque de fringues. Et c'est là que Simple est né. Et Simple, simple. Le but, c'était de faire... Enfin, t'as compris que tout le monde... En gros, l'idée, elle est simple. Peu importe qui tu es, on s'en fout. La seule condition pour porter du Simple, c'est d'aimer l'automobile. À partir de là, tout est dit. Le reste, on s'en fout. Voilà, ce que je veux, c'est que quand tu portes ma marque, si tu vois, quand on se croise dans la rue, tu vois un mec qui a du Simple, vas-y, il kiffe les caisses. C'est un signe de ralliement, en fait. Ah, il kiffe les caisses, lui, tu vois. C'est juste ça, et de se dire, on s'en fout, qui il est, on s'en tape. Il a du Simple, il kiffe les caisses, et on enlève tout ce que j'aime pas, en fait, toutes les appartenances sociales, tout ça. On enlève tout ça, tu portes du Simple, on est dans le même mood, là. Et du coup, Simple est né comme ça. Et aujourd'hui, je suis super content parce que quand tu vois l'ampleur que ça a pris, on a été porté par des acteurs forts du monde automobile. Je pense notamment, et je le remercie, à notre Jean-Pierre Gagic, national, voilà, qui porte la marque. Que j'ai reçu sur ce podcast aussi. Super, excellent podcast d'ailleurs, je l'ai écouté. Jean-Pierre Gagic, on a eu le Tone qui porte également du Simple. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui te touchent. Qui te touchent parce que les mecs sont passionnés et aujourd'hui ils portent ta marque. Et dans tous les univers, tu vois, on a eu d'autres personnes qui adorent l'automobile. Dans l'univers du football, tu vois, quand t'as Benzema qui porte du Simple, qui le met en vidéo sur YouTube et que tu vois que la première chose qu'il fait le matin en se levant, c'est d'enfiler un t-shirt Simple. Surtout avec le retour fracassant qu'il fait en équipe de France là. C'est beau, c'est quand même magnifique. C'est très très beau. Ouais. Donc voilà, je me dis que tu vois, le destin il a bien fait les choses. J'ai fait une émission, tout le monde m'aurait dit de jamais la faire. Et en fait, je l'ai fait cette émission et on va pas cracher dans la soupe. Elle nous a apporté une visibilité incroyable parce qu'aujourd'hui en France, la télé-réalité, c'est ce qui est le plus regardé. La télé, ça fonctionne plus. Les gamins, ils sont tous sur Twitch, ils sont tous sur Netflix plein fer, ils sont tous sur YouTube ou sur YouPorn, ça dépend de l'horaire. Ils sont tous sur Instagram plein fer. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus devant la télé, sauf devant la télé-réalité. La vérité, elle est là. Et je te dis les jeunes, mais une grosse partie de la population. Et du coup, ça nous a offert une visibilité qui derrière, voilà, qui t'a ouvert à plein d'opportunités, quoi. Plein d'opportunités. Et aujourd'hui, si Simple fonctionne aussi fort, parce que attends, mec, on est 2019-2021, ça fait 2 ans. Le chemin parcouru en 2 ans, il est quand même dingo. C'est clair. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Simple fonctionne, c'est la visibilité. J'en parle avec John, en plus, c'est que vous avez maintenant une stratégie où vous allez baisser le nombre de capsules par an. Alors, on va baisser le nombre de capsules par an. Alors, je vais te dire pourquoi je t'en ai parlé. On veut vraiment que Simple reste ce qu'est la marque, c'est-à-dire des pièces uniques. C'est-à-dire que quand tu drops qu'il y a une capsule, par exemple, si t'as vu, je sais pas si t'as vu, t'as eu le Laotien, là, il a la Carrera GT dans le dos aujourd'hui. Tu veux la Carrera GT, tu l'auras plus. Fallait être là, tu vois. D'ailleurs, moi, je peux dire que j'en ai loupé des capsules. et tu vois, l'idée, c'est quand t'achètes une pièce Simple, tu sais très bien qu'il n'y en aura pas 2000 à porter puisqu'on limite la prod à 1000. Donc tu croiseras pas un autre mec ou une autre nana dans la rue avec. Il y a peu de chance. Ouais. Sauf si t'es que entre passionnés de caisse et que tous tes potes ont pris la GT3 RS, par exemple. Ont pris une brutale, tu vois. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Et aujourd'hui, 2 capsules par an, c'est parce je peux pas trop t'en dire maintenant, mais on développe la marque énormément. On a des nouveaux produits qui arrivent. Et ça prend du temps. Et si on veut faire les choses bien, ça prend du temps. Et moi, mon but, c'est de pas balancer du textile pour balancer du textile. C'est-à-dire que je veux que la coupe, elle soit cool. Je veux une belle coupe oversize. Je veux que tout soit bien taillé. Je veux que mes broderies soient de qualité. Donc, tu vois, ça nous gêne pas, nous, de faire une production de 50 échantillons. On voit que la broderie, elle me plaît pas. Elle me plaît pas, quoi. Next. On a mis 50 pièces. On a 50 pièces dans le cul. On les recycle. Mais ce que je veux, c'est que tout soit vraiment à mon image. Et je veux pas faire du textile pour faire du textile dans le sens où quand je fais un produit simple, je le porte. Si je l'aime pas, si Bibiche l'aime pas, si Jo l'aime pas, si toutes les personnes tout le monde a son avis à donner, s'il y a un truc qui plaît pas en next. Et c'est ce qu'on veut. Moi, mon but, c'est pas de faire je veux pas faire du one shot. Que le mec, il achète une fois sur une capsule, qu'il rachète plus après, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est fidéliser la team Simple et que les gens prennent plaisir à être au rendez-vous à chaque capsule et à se faire plaisir. C'est-à-dire que quand t'achètes Simple, quand t'achètes une pièce Simple, t'achètes pas un t-shirt, tu vois, tu te fais un kiff. Tu te fais un vrai plaisir. Tu sais que je pense que ce sera les mots de la fin pour la première partie. Les gars, on va aller se coucher peut-être. Je pense qu'on est tous claqués là. Il claquait l'ancien. Tiens, de remercier si j'oublie demain, tu sais, dans l'émotion.
à te remercier pour ton podcast, à te dire que ce que tu fais, c'est très bien, continue à le faire. Et, C'est trop cool. et je te souhaite d'aller loin. Bah, écoute, c'est devenu mon métier depuis, tu vois. Je peux pas en parler pour l'instant. Bah, je te dis, je vais t'expliquer après en off. Ah, on aura du... Je vais expliquer en off. Mais deuxième partie demain. Deuxième partie demain, dans la Ventad S. Il est quelle heure là? Il est 1h10. Et attends, non, je veux le placer quand même. Faut le placer, ça. Tu peux le faire, j'en suis la preuve. Ça va être la dernière phrase, tu peux le faire, j'en suis la preuve. Alors, il n'y a rien d'égo trip ou quoi là-dedans. C'est juste de dire à tout le monde que, vraiment, hein, et du plus profond de mon cœur, si vous voulez quelque chose, quel qu'il soit, bon là on va parler d'automobile, hein, si vous avez des objectifs, n'écoutez personne. Les gens vous diront toujours que c'est impossible. N'écoutez personne, écoutez-vous vous-même, écoutez votre cœur. Et croyez-moi, si vous avez vraiment envie, hein, je parle pas d'une envie... Tu vois, quand t'as envie de pisser, il y a deux envies. T'as l'envie, j'ai envie de pisser. Mais t'as vraiment l'envie où tu peux plus te retenir. Bah, si cette même envie, tu l'as pour réaliser tes rêves, tu y arriveras. Écoute, c'est une conclusion pour cette première partie qui est magnifique. Et puis là, on va les savourer en Aventador. Putain, on va se régaler. T'es prêt ou quoi? Ça va être de la folie. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Je suis pas prêt non plus, on est deux. Je vais prendre des coups de nuque, là. Je pense que j'aurai des frais d'ostéo qui vont être vénères je après. pense que l'ostéo va falloir le contacter rapido. Eh ben, à tout à l'heure, dans la voiture. C'est parti. Allez, go. Go. Petit changement de programme, la faute à une prise de son plus que moyenne dans l'habitacle de la Lamborghini Aventador S de Max sur circuit. J'ai dû retirer cette partie du podcast, mais rassurez-vous, vous retrouverez ce moment dimanche prochain dans le vlog de notre virée sur circuit en Lamborghini Aventador S avec Maxime Langlais au Vigan. Autant vous dire qu'avec un moteur V12 atmosphérique de 740 chevaux et une boîte simple embrayage, c'était sport. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants pour ne pas le louper et ne pas louper les vlogs suivants. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast, ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Steph qui écrit « Ces podcasts sont probablement les meilleurs compagnons de route qu'on puisse trouver pour les vrais passionnés ou tout simplement pour le plaisir d'écouter des personnes qui aiment vraiment ce qu'ils font parce que cela fait du bien, un peu de passion. » Merci beaucoup Steph, c'est adorable comme message et je suis content que ce podcast puisse accompagner effectivement tous tes voyages. Vous êtes beaucoup à l'écouter en voiture, dans les bouchons ou ailleurs pour les Parisiens. Et tant mieux si ça peut vous divertir justement dans des moments un peu plus chiants, c'est aussi le but. Vous faire apprendre des choses au passage, mais surtout vous divertir. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, @dbg_podcast, et découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Et découvrir tous ceux qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter, il y en a actuellement 53. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.